Hey, salut à toutes et à tous, vous êtes sur Acropolis. Je suis hyper content de vous retrouver. On a plein de trucs à vous expliquer, mais d'abord et avant tout, c'est la première émission depuis très longtemps sur Acropolis. On est juste avant la rentrée politique, mais aussi la rentrée scolaire. Et c'est justement le thème de cette émission aujourd'hui, vous l'avez vu dans le générique. Aujourd'hui, je suis avec Antonin. Salut Antonin. Salut Jean. Comment tu vas ? Eh ben très bien, et toi ? Bah écoute, ça va super, on est hyper content avec Antonin de vous présenter cette émission sur laquelle on a bossé, mine de rien, un peu tout l'été. C'est vrai. Ouais, on a bossé dessus tout l'été. Antonin, t'es qui ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Simplement, moi je suis dans une association qui s'appelle la Ligue de l'enseignement, Ouais. le responsable du numérique et notamment du numérique éducatif. Ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est quoi la Ligue de l'enseignement ? What the fuck ? Waouh. Waouh. Vas-y, en 2 minutes. Ouais, en 2 minutes, c'est un vrai challenge. Hein. Mais tu je suis veux obligé de prendre faire ton un petit détour, pardon, par l'histoire parce que sinon on comprend rien à Ouais. ce qu'est la Ligue de l'enseignement. Alors, et prenez pas peur, je vais vite quand même. Non, mais vas-y, La prends Ligue, ton temps. c'est une des plus importantes en taille. Hein. Je ne vais pas donner pas avoir l'air de faire le malin avec du quantitatif, mais voilà, c'est une des plus importantes et une des plus vieilles associations de France, Ouais. puisqu'elle a été créée en 1866 avec un objet, donc c'est plus de 150 ans, Ouais. avec un objet finalement assez simple, puisqu'il s'agissait de promouvoir, on est en plein Second Empire en 1866, il s'agissait de promouvoir la création d'une école publique, avec ce pari que si la République avait échoué une première fois, c'est parce que on avait oublié un truc hyper important, c'est qu'il n'y a pas de génération spontanée de républicains. Et je crois que tu le sais quand tu fais Acropolis. En fait, Salut, Acropolis. pour être un citoyen, il faut l'apprendre, il faut en maîtriser les bases, il faut savoir comment fonctionnent les institutions. Et donc, on a besoin d'une institution un peu mère de tout ça, c'est l'école publique, gratuite, laïque pour tous et toutes. Et c'est pour ça que les premiers militants de la Ligue, c'était Jean Massé, Jules Ferry, Paul Bert et compagnie. Et donc, on a gagné ce combat très vite. Et après, l'action de la Ligue, depuis la création de l'école, c'est pas arrêté, puisqu'on a cherché à accompagner tout ce qui, dans la société, concourait à l'éducation de tous et toutes tout au long de la vie. Et D'accord, ok. en premier lieu, duquel, évidemment, tous les à côté de l'école, la culture, etc., etc. D'accord. Donc en gros, ce que tu viens de nous décrire avec beaucoup de mots très compliqués, c'est ce qu'on appelle le mouvement pour l'éducation populaire. Oui, alors on est un mouvement d'éducation populaire, on se revendique comme tel, un mouvement d'éducation populaire laïque, c'est-à-dire que non confessionnel, Ouais. on agit plus largement que dans l'éducation, en réalité, pour une société plus démocratique. Mais alors, vous faites quoi, plus par ouverte. exemple ? Enfin, genre la Ligue de l'enseignement sur le territoire, on la trouve où ? On la trouve dans les écoles, on la trouve ailleurs ? Alors on la trouve évidemment dans les écoles puisqu'on est partenaire de l'école l'éducation encore nationale, aujourd'hui, mais on la trouve un petit peu partout. En fait, ce qui est assez drôle quand on parle aux gens, c'est qu'on se rend compte très souvent qu'en fait les gens ont croisé la Ligue de l'enseignement quelque part. Il faut imaginer qu'il y a 103 fédérations départementales de la Ligue. Ça veut dire une fédération départementale dans chaque département. Donc quel que soit le lieu où vous habitez, vous avez chez vous une Ligue de l'enseignement. Et il y a 10 000 salariés. Ah oui, quand 1 même. 600 000 membres Ah oui, quand même. et 30 000 associations affiliées. D'accord, ok. Parce qu'on est aujourd'hui aussi une Ok. grande fédération d'associations accompagnant les associations sur l'ensemble du territoire, étant entendu que l'association pour nous est un espace privilégié pour le développement de la République et de la démocratie. Il y a plein de gens sur le chat qui se sont marrés quand tu as parlé de Jean Massé, évidemment. Fallait que ça arrive. Oui, Eh bah oui. on avait fait exprès. Ouais. Jean Massé, 19e siècle, tout ça n'a rien à voir. Mais aucun lien de parenté, malheureusement. Mais donc, ok. Donc la Ligue de l'enseignement qui est venue voir Acropolis pour qu'on travaille ensemble à la création de cette émission spéciale sur les thèmes de l'éducation. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé l'heure d'école. C'est à la fois un jeu de mots pourrave sur l'heure de colle, un jeu de mots sur c'est l'heure de l'école au sens citoyen, au sens politique. Voilà, c'est l'heure de l'école. On donc pourra c'est le faire un moment. débrief des titres auxquels vous avez échappé. Et je pense qu'on fera ça un jour en bonus, tu sais. En bonus. Ça peut être On vous fera un débrief de tous les titres sur lesquels on a brainstormé cet été avec Antonin parce que c'était assez rigolo. Mais donc voilà. Et donc cette émission, l'heure d'école, le but du jeu qu'on s'est donné avec Antonin, c'est de poser le débat sur Internet sur l'éducation au XXIe siècle. L'éducation au sens large, attention. Tu sais, tu utilises souvent un mot, toi, que je t'entends souvent dire, c'est l'éducation formelle et l'éducation informelle. Ouais. Tu sais, l'éducation formelle, c'est tous les aspects que peut prendre l'éducation dans ce cas-là de plus, disons, classique. La classe institutionnelle, l'école, le maître, les élèves, premier degré, second degré, enseignement supérieur, tous ces trucs-là. Mais il y a aussi l'éducation informelle, l'associatif, la vie citoyenne, les médias, la culture, etc., etc. Et voilà, donc l'heure d'école, c'est votre émission sur Acropolis, interactive comme d'habitude évidemment.
évidemment. Mais l'émission un peu citoyenne, on va se poser des questions sur l'actualité du débat éducatif. Alors tout ce que ça comprend, les débats d'actualité, admission post-bac, la réforme de l'école, la réforme des rythmes scolaires. Ça peut être aussi les nouvelles technologies, le numérique, la formation des enseignants, les élèves, les âges, etc. Tous ces débats-là, tous ceux qui traversent la société, c'est des débats qui ne sont pas des débats réservés aux professionnels de l'école ni aux militants de l'éducation populaire. Surtout pas. C'est quelque chose auquel on croit très fort à Acropolis, c'est que tout le monde est concerné par ce sujet comme par beaucoup d'autres. Et donc on veut vraiment apporter ce débat-là et forcer tout le monde, vous inviter plutôt à réfléchir à ces débats-là. Et on a décidé de commencer les choses en grand, puisque on est où là d'ailleurs? On est à Ludovia. Ludovia. Ouais, alors Ludovia, c'est un des événements qui structure la vie événementielle des acteurs qui s'intéressent à l'éducation au numérique. Alors quand je dis acteurs qui s'intéressent à l'éducation numérique, ça peut être toi, ta maman, si elle est passionnée d'éducation numérique. Coucou maman. Ça peut être aussi évidemment un enseignant, un animateur, et puis ou une entreprise qui cherche à développer des solutions éducatives autour du numérique. Il y en a pas mal. Ludovia, c'est la rentrée. C'est vraiment le premier événement de l'année. Ludovia, c'est l'université d'été en plus. Tu sais que les universités d'été des partis politiques, je ne sais pas si tu es au courant, mais ça a été créé dans les années 70-80, je crois, un truc comme ça, pour préparer la rentrée politique avant la rentrée politique dans un cadre informel. C'était volontairement comme ça, sans cravate. C'est pas un congrès, c'est un moment où on réfléchit un peu en dehors du temps à la fin de l'été, on se remet un peu dans le bain. Et ben l'université d'été Ludovia, c'est exactement ça. Là, il y a tout autour de nous, vous le voyez pas, on est à Aix-les-Thermes, dans les Pyrénées. Il fait une magnifique chaleur. Derrière nous, il y a un joli clocher d'église. Là, il y a des montagnes partout. Et surtout, là, il y a plein de chapiteaux. On est en plein air. Et il y a tout. Ça fourmille de c'est ça, de ce que tu disais, des acteurs de l'éducation, des profs, des parents d'élèves, des volontaires en service civique qui discutent, etc. Il y a des stands partout dans des petits chapiteaux. On s'est mis un peu à l'écart pour faire le plateau d'Acropolis, mais il y a des petits chapiteaux avec plein de professionnels qui viennent un peu donner le pouls de ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans l'éducation au numérique. Par exemple, alors on va vous donner quelques exemples de ce qu'on a vu, Antonin et moi, depuis le début de la journée. Il y a plein de conférences qui se passent, mais il y a aussi des chapiteaux. Là, par exemple, il y a Casio. Vous savez, les calculatrices Casio. Voilà, il y a Casio. À côté, moi, j'avais vu des gens qui proposent de travailler avec des iPads dans les écoles. Comment est-ce qu'on utilise les tablettes dans l'école? Il y a des professionnels qui proposent des technologies à des collèges et des lycées pour gérer tout un parc d'ordinateurs dans une classe et pour que l'enseignant, derrière son ordinateur, derrière son bureau, puisse pusher sur les écrans de tous les élèves des infos, des infographies. Tu as des associations aussi, des associations d'enseignants. Alors, par exemple, Inversion la classe qui propose... Inversion la classe inversée. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est quoi ça? C'est intéressant. Le principe est simple, c'est de dire, au lieu de faire les devoirs à la maison et d'apprendre les cours à l'école de façon hyper statique, on va finalement limiter le moment où on est en face à face avec un professeur dans une démarche descendante au temps à la maison. Donc les profs s'enregistrent vidéo, etc., et diffusent à ce moment-là du savoir. On demande aux élèves, à la place de leurs devoirs, d'écouter ces vidéos-là. Et puis finalement, le temps de devoir, le temps de travail beaucoup plus ludique, beaucoup plus interactif, il se passe en classe avec l'enseignant. Et on vérifie du coup l'acquisition des connaissances par le biais du temps de classe qui est plus un temps descendant mais qui est un temps de travail collectif. La classe inversée, tu inverses carrément le rythme en fait. C'est le soir tu apprends chez toi. Le soir, tu as les contenus. Tu as les contenus qui te sont donnés et la journée, c'est les devoirs en fait à la maison, c'est les exercices, c'est là où on... D'accord, ok. Donc ça, il y a la Twicté aussi. La Twicté, ils utilisent Twitter pour faire des dictées en classe. Et au-delà du caractère un peu geek, 140 caractères, c'est pas ça qui est intéressant, c'est que les classes se répondent entre elles et se corrigent les unes les autres. Donc en gros, il y a une classe qui écrit un tweet et une autre classe ailleurs en France, ou ailleurs dans le monde d'ailleurs, qui peut corriger le tweet si jamais les élèves de la première classe ont fait des erreurs d'orthographe, etc. Donc, des super projets comme les Saventuriers. Il y a les Saventuriers aussi, c'est des enfants qui participent à des projets de recherche avec des chercheurs. Et c'est pas du bullshit, c'est pas histoire de dire. Non, c'est dans des labos et tout. C'est tout hyper à fait. Alors ils ont du matériel de labo, ils font des recherches, ils vont au bout des choses. C'est-à-dire par exemple, on a des fourmilières qui vont être implantées dans une classe avec des chercheurs spécialistes. Alors j'ai plus le nom. Les gens des Saventuriers m'avaient expliqué, mais bon, avec des spécialistes des fourmis qui cherchent à savoir comment ça fonctionne. Et finalement, les enfants, non seulement ils ont du matériel scientifique, mais on leur demande de tester des hypothèses, de formuler des hypothèses et de les tester. Et ils participent du coup très concrètement de la réussite de la recherche française sur les sujets qui les intéressent. C'est ouf. Donc voilà, c'est ça Ludovia, c'est l'université d'été Ludovia, ça fourmille d'innovations, d'initiatives qui utilisent notamment le numérique et les nouvelles pédagogies. Tout un tas de profs en fait innovants qui se retrouvent à la fin de l'été dans les Pyrénées. Ça existe depuis un bout de temps et voilà. Et alors nous, qu'est-ce qu'on fait là? 14 ans exactement. Nous, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on fait cette émission et de quoi qu'on va causer aujourd'hui?
Antonin, qui vous a présenté la Ligue de l'enseignement tout à l'heure, qui est l'un des participants à Ludovia, vous a expliqué qu'il était responsable du numérique et de l'éducation du numérique dans l'éducation. Et donc, excusez-moi, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui bouge autour de nous. Qu'est-ce que je voulais dire ? Que j'étais de la Ligue de l'enseignement et que tu t'occupais du numérique pour l'éducation. Ça, c'est pour l'éducation. Et il y a un sujet dans le numérique qui, mine de rien, commence à monter et à faire débat dans la société, c'est la question des algorithmes. Ouais. Les algorithmes dans l'éducation. Qu'est-ce que c'est que ce sujet-là et qu'est-ce que ça veut dire algorithme ? Oui, alors, déjà, les algorithmes... Je peux essayer de le définir. Je vais mal le définir, mais un peu volontairement, parce que l'enjeu, c'est de faire en sorte que... Non. Surtout pas passer devant. Les caméras. On disait, on est vraiment au milieu des gens. Vas-y, le plan continue, c'est pas grave. Le plan continue, ouais. Donc voilà, les algorithmes, c'est, vous savez, un programme informatique, c'est une suite d'instructions. Ouais. Qui obéit à une logique qu'on appelle une logique algorithmique. Alors, on peut faire l'algorithme de la cuisson des pâtes, par exemple. Alors, vas-y, c'est quoi l'algorithme ? Si je devais dire à un robot comment on cuit des pâtes, je lui donnerais une suite d'instructions. Je lui dirais, tu vas commencer par prendre le paquet de pâtes, tu vas le mettre dans de l'eau, tu vas mettre l'eau à chauffer dans une casserole, tu vas attendre que l'eau bout. Attendre que le bout, ça va être déjà une vraie instruction complexe. Je faisais un coucou à François Tadei qui va nous rejoindre sur le plateau incessamment sous peu. Là, c'est déjà un petit peu complexe puisque c'est ce qu'on appelle une boucle. Ça veut dire que tant que le bout pas, on continue le programme et puis quand il bout, on passe à la suite. Après, je vais dire, je vais mettre une variable. Je vais dire, tu mets les pâtes et t'attends X temps. C'est le temps qui a marqué sur le paquet. Là, tu veux lui dire de goûter les pâtes, etc. Et là, tu auras un algorithme de la cuisson des pâtes. Voilà. Alors les algorithmes, c'est ça. Et puis après, les algorithmes dans la vie de l'élève. Là, on le rencontre partout, l'algorithme. L'algorithme, c'est dans la recherche quotidienne qu'on fait, parce qu'à partir du moment où on fait une recherche sur Google pour vérifier, par exemple, ce qu'a dit un prof, on va utiliser un algorithme, l'algorithme des fois de Google, sans le savoir, le célèbre algorithme de Google, ou celui de Facebook, ou celui de Facebook qui fait qu'on a certaines informations qui apparaissent devant nos yeux, l'algorithme de YouTube qui fait que vous ne voyez jamais les vidéos d'Acropolis quand vous voulez les trouver. Non mais voilà, les algorithmes en fait sont très souvent dans nos usages du numérique, mais c'est vrai qu'au début quand Antonin m'a dit on va réfléchir ensemble, on va travailler avec Acropolis sur les algorithmes dans l'école, mon premier réflexe, moi citoyen, c'était de me dire mais c'est un sous-sujet en fait. Qu'est-ce que les algorithmes dans l'école, c'est pas si important que ça. Et en fait, tu m'en as parlé rapidement et j'ai compris qu'en fait les algorithmes dans l'école, c'est un sujet majeur parce que c'est partout, ça transparaît complètement dans le mode de fonctionnement de l'école. L'orientation des élèves, c'est algorithmique, ça fonctionne autour d'une logique algorithmique. Le logiciel admission post-bac par exemple. Par exemple, le calcul d'une moyenne. Calcule une moyenne des élèves et le tri des élèves en fonction d'une moyenne. Fondamentalement, ça ressemble à un algorithme. Et ce que tu m'as expliqué aussi qui est très intéressant, c'est qu'un algorithme n'est absolument jamais neutre et que c'est pour ça que c'est intéressant et important d'avoir un débat citoyen sur la question des algorithmes dans l'éducation. Il faut s'en saisir collectivement, il faut réfléchir à quels algorithmes, pourquoi faire, qui les fait, selon quelle logique. Parce qu'évidemment derrière se posent les questions des grands opérateurs du numérique. Évidemment, on va en parler, Google, Facebook, etc. Vous les connaissez. Donc voilà un peu comment on va essayer de poser le débat. Je disais du coup, juste pour compléter un petit peu ce que tu dis, mais donc c'est dans la vie de tous les jours des élèves et Jean l'a bien dit, ça agit de fait du coup sur l'institution et ça l'interroge très très fortement. Clairement, au moment de l'orientation, on a entendu parler d'admission post-bac là dernièrement encore. Je crois que là on est avant la rentrée scolaire, il reste encore 6000 gamins sans orientation, sans affectation à la fac. Bon. Et alors comme par hasard Balthazar, qu'est-ce qu'on a accusé à ce moment-là ? C'est l'algorithme d'admission post-bac qui a été accusé. Puis l'algorithme, il intervient comme matière. Vous savez que depuis 2014, le code, c'est une matière à part entière pour les cycles 3 et cycle 4 dans l'école. Attends, cycle 3, cycle 4 c'est CM1, CM2, 6e, 5e, etc. D'accord, ok. Donc c'est la transition école-collège. Début collège. On apprend le code informatique. Ouais, là, en tout cas les logiques de programmation. On pourra peut-être y revenir là dans ces 3 jours. Ouais, on va y revenir. Et puis il y a un contexte aussi à cette démarche de discuter sur les algorithmes à l'école. C'est un contexte plus global qui dépasse un petit peu la Ligue de l'enseignement, puisque en réalité on a été sollicité comme partenaire par la CNIL.
Commission nationale informatique et liberté. La fameuse Commission nationale informatique et liberté qui, alors vous le savez, là, je la présente rapidement. La Commission nationale informatique et liberté, c'est une autorité administrative indépendante au sein de l'État français. Elle n'est pas sous la responsabilité du gouvernement. C'est un peu comme le défenseur des droits, vous voyez, c'est à peu près le même genre. C'est une autorité administrative qui est chargée de veiller à l'utilisation qui est faite précisément des algorithmes, mais aussi des fichiers. Vous savez, vous n'avez pas le droit de créer un fichier informatique avec des données personnelles sur des gens. Vous devez la déclarer à la CNIL. Il y a des conditions spécifiques. Vous êtes obligé par la loi de détruire, etc. Machin. Voilà, la CNIL s'occupe de ces sujets-là. Et récemment, dans le cadre de la loi République numérique, vous vous en souvenez, on l'avait vécu en direct sur Acropolis, cette fameuse loi, et ben la CNIL a été mandatée par la loi en charge de la réflexion sur les algorithmes. Voilà, le débat citoyen, la réflexion sur les algorithmes, notamment dans l'éducation, et voilà. Absolument. Alors, dans l'éducation et puis sur tout le reste, en fait, c'est les algorithmes comme sujet de société. Ouais. Et donc, la CNIL n'a pas voulu mener la réflexion seule et a cherché des partenaires. Et sur l'éducation, on a eu un échange avec Isabelle Fac-Pierrotin, la présidente de la CNIL, et on s'est dit qu'on allait agir ensemble et trouver des moyens de faire vivre ce débat public sur les algorithmes en éducation. Et là, l'émission qu'on fait ensemble, c'est un temps privilégié, particulier de cette grande consultation nationale, avec cette idée finalement qu'on invite tous les internautes qui le souhaitent à participer aussi à la réflexion. Et je crois que dans la manière dont l'émission sera animée, mais ça, tu as plus l'habitude que moi, et ils auront une place. Eh bien oui, ce que j'allais vous dire, et ce qui est très important, vous êtes sur Acropolis, on n'est pas à la télé, donc vous êtes là pour agir, interagir. Dites-nous ce que vous pensez de tous ces sujets-là. Vous faites partie prenante de la discussion. J'ai évidemment mon PC sur les genoux avec vos réactions. Vous avez été nombreux à réagir pendant toute notre petite présentation avec Antonin, mais je pense que c'était important qu'on fasse ce temps, Antonin et moi, pour bien vous expliquer qui est Antonin, qu'est-ce qu'on fait ici à Ludovia et pourquoi est-ce qu'on va parler des algorithmes et pourquoi est-ce que c'est important. Voilà, on a le son quasi parfait, mais l'image déconne à fond. Ah, je suis absolument navré pour ça. On a une connexion de Moldave, on est en extérieur et on a une connexion à 10 mégas, donc c'est un petit peu compliqué. Je sais qu'il y a des drops sur l'image, mais si vous avez le son qui est bon, à la limite, tant mieux. C'est ça qui compte le mieux. Le code informatique, c'est pas clairement défini. Il y a les langages et il y en a pas un universel, sauf le C++. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu peux en parler un petit peu des codes ? On peut répondre vite fait à ça avant de passer à la suite, mais c'est absolument pas clairement défini. Par contre, ce qui est certain, c'est que les logiques de programmation sont toujours les mêmes. C'est pour ça que je parlais des boucles, des conditions. Enfin, s'il y a des gens qui s'intéressent au développement un petit peu dans la salle, ils vont savoir de quoi je parle. Ce qui est important peut-être, mais on en reparlera demain, c'est pas forcément de devenir développeur. Je connais pas un seul développeur d'ailleurs qui maîtrise l'ensemble des codes qui existent. Ah non, ça n'a pas de sens. C'est comme un linguiste qui parlera toutes les langues du monde, ça n'a pas de sens. C'est ça, c'est de comprendre les logiques à l'œuvre. C'est d'apprendre du coup la grammaire de la programmation pour comprendre comment ça fonctionne un algorithme et comment fonctionnent ces logiciels apparemment neutres qui nous entourent et qui génèrent de plus en plus de choses sur nous, jusqu'à nos données personnelles et tous les enjeux démocratiques que ça pose et qu'on va se poser ensemble. Voilà. Question, est-ce qu'on peut craindre dans le futur que Google remplace les profs ? Et ben voilà, ça c'est le genre de question qu'on va se poser dans cette émission. Alors cette émission, là c'est la première, on est mardi, on a commencé l'émission à 16h. Demain, on refait une même émission à 16h dans les mêmes conditions. Et jeudi, on fera une émission à 10h du matin. Voilà, on va aborder cette question des algorithmes dans l'école sur 3 émissions. On va prendre le temps, ici à Ludovia, de profiter des personnes qui sont là. On vous a préparé des invités. On a aussi des volontaires en service civique qu'on vous présentera tout à l'heure qui ont fait un travail absolument génial et qui nous ont aidé à préparer cette émission dans les meilleures conditions. Voilà, un grand merci à eux. Vous les rencontrerez tout à l'heure. Voilà, tout ça pour dire que nous vous invitons à vous interroger sur la place des algorithmes dans l'éducation et à nous dire ce que vous en pensez tout au long de ces émissions. Sous forme de transition, on va peut-être vous diffuser une vidéo. Alors on a quelqu'un qui ne pouvait pas être là, mais qui voulait être là. Et c'est pas histoire de dire, hein, c'était vraiment vrai. C'est la présidente de la CNIL qui voulait être présente sur l'émission, mais qui n'a pas pu, qui est retenue à Paris. Elle s'appelle Isabelle Falgue-Perrotin, tu l'as dit tout à l'heure. Et ne pouvant être là, et sachant que c'était une émission tournée en direct et en vidéo, elle vous a enregistré un petit message vidéo depuis la CNIL à Paris pour qu'on la diffuse dans cette émission. Donc voilà, ça dure quelques 3 minutes. Vous allez entendre la présidente de la CNIL vous parler de cet enjeu du débat sur les algorithmes de l'école, dans l'éducation, pardon, avec la Ligue de l'enseignement. Voilà, on diffuse la vidéo et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Alors, bonjour à tous. La CNIL a été chargée par la loi République numérique d'organiser une mission de réflexion sur les enjeux éthiques liés au numérique. Et pour répondre à cette nouvelle mission, nous avons pensé que nous ne pouvions pas le faire seuls. Nous pouvions associer des partenaires à cette réflexion éthique et nous
nous avons pour ça constitué une sorte de collectif d'organisations publiques ou privées qui, chacune, ont finalement matière à réfléchir, à utiliser les algorithmes dans leur domaine de compétences. Parce que ces algorithmes, finalement, ce sont des objets qui sont à la fois identifiés par le grand public. On sent bien que lorsqu'on fait une requête sur Internet, lorsqu'on peut avoir des recommandations qui nous sont faites, il y a derrière des algorithmes. Mais en même temps, les sondages le montrent, la plupart des personnes sont un peu inquiètes sur finalement ce qu'il y a dans ces boîtes noires. Et la réflexion éthique se porte sur le rôle croissant que ces algorithmes prennent dans nos vies et peut-être un rôle qui conduit à ce que les individus se voient retirer finalement une capacité de choix. Et donc je crois que c'est évidemment extrêmement intéressant que la Ligue de l'enseignement soit un partenaire de la CNIL dans ce débat public sur l'éthique des algorithmes, parce que c'est un domaine, le domaine de l'éducation, où on utilise beaucoup d'algorithmes, à la fois pour gérer les élèves, à la fois pour mieux connaître leurs caractéristiques, et on sent bien que c'est un domaine extrêmement sensible, qui suscite d'ailleurs dans certains cas un peu de polémique, et qu'il est très important que le monde de l'éducation puisse finalement dire à quelles conditions l'utilisation de ces algorithmes peut être considérée comme éthique. En fait, ce qu'il y a derrière ce terme éthique, souvent, c'est un terme, c'est une notion de transparence finalement. Est-ce que l'algorithme est capable de rendre des comptes? Est-ce qu'il est capable finalement d'avoir une sorte d'évaluation interne? Et est-ce que l'algorithme n'occulte pas des choix, des pactes sociaux ou des choix politiques qui seraient, le cas échéant, faits ailleurs? Toutes ces questions sont des questions qui sont complexes, et la CNIL se réjouit énormément que la Ligue de l'enseignement ait décidé de prendre le sujet à bras-le-corps, d'organiser cette réflexion sur les algorithmes dans le monde de l'éducation, et nous serons très intéressés à avoir les enseignements, enfin ce que finalement va être tiré de cette journée de réflexion. Et comme vous le savez, d'ici la fin de l'année, probablement à la fin du mois de novembre, il y aura une grande manifestation qui permettra à tous ces partenaires de la CNIL finalement de participer à une restitution collective, et peut-être, le cas échéant, cette réflexion permettra à la CNIL de faire des propositions de politique publique sur une meilleure éthique, un meilleur encadrement éthique des algorithmes. Merci en tout cas à la Ligue de l'enseignement de cette réflexion sur les algorithmes. L'heure d'école, on est toujours en direct de Ludovia. Vous venez d'entendre la présidente de la CNIL, Isabelle Falgue-Perrotin, vous parler de l'importance des algorithmes dans l'éducation et de ce débat-là. Nous a rejoint sur le plateau Joanne. Bonjour Joanne. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Tu es professeur documentaliste au collège dans la ville de, tu me l'as dit tout à l'heure, je suis désolé. Vierzon. À Vierzon, ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours là où tu travailles, ce que tu y fais? Est-ce que ça veut dire surtout professeur documentaliste? Alors, je suis professeur documentaliste depuis 13 ans maintenant. J'ai commencé à Vitry-sur-Seine, donc dans le 94, pardon. Et puis j'ai fait donc 4 ans dans cet établissement-là, et je suis arrivée dans le Cher par la suite, au collège Fernand Léger. Donc j'ai un immense CDI. Un établissement un CDI, avec... c'est un centre de documentation et d'information au sein d'un établissement, pour ceux qui s'en souviennent, pour ceux qui nous regardent. Et un établissement avec environ 700 élèves. 700 élèves, d'accord. Ok. Et qu'est-ce que tu y fais du coup dans ce CDI? C'est quoi ton quotidien ou ta semaine type pour un professeur documentaliste? Quand je suis arrivée dans l'établissement, il y avait une tradition que j'ai reprise, à savoir de former les élèves de 6e obligatoirement sur l'année scolaire, à l'EMI, à de la recherche documentaire. D'accord. Donc je continue de faire ça en fonction des heures qu'on me donne chaque année. D'accord. Et puis je travaille surtout par projet. Alors ça veut dire quoi par projet? En fait, quand on est professeur documentaliste, on n'a pas de classe parce qu'on n'est pas inscrit à l'emploi du temps des élèves. D'accord. Et donc, on accueille les élèves sur des plages horaires. Et puis, on a des moments dans la journée où on travaille en particulier avec des enseignants sur des projets qui peuvent être de 3 heures ou d'une année entière. D'accord.
et qui nécessitent de la recherche dans le centre de la recherche documentation. documentaire notamment. Et donc, qui dit recherche documentaire dit les livres à l'intérieur du CDI, mais dit aussi évidemment le numérique, C'est un incontournable. les postes informatiques. Oui. T'en as un paquet dans ton CDI? J'en ai 12, 12, d'accord. contrairement à mon établissement en région parisienne où j'en avais que 4, D'accord. qui fonctionnaient une fois sur 2. Donc là, oui, on gagne. Ok, donc mieux doté en matériel. Oui. Et donc c'est aussi ton rôle d'accompagner les élèves dans leur apprentissage et leur découverte du numérique, de la découverte du média, notamment du web, et de les accompagner dans l'apprentissage de l'utilisation de ces outils-là. Oui, tant sur la forme que sur le fond. Hein. Tant sur la forme que sur le fond. Donc c'est pour ça qu'on est très content de t'avoir sur ce plateau, parce que tu vas pouvoir nous parler de ton expérience au contact des élèves, dans leur rapport, voire leur premier contact avec les fameux algorithmes, dans tout ce que ça implique. Donc merci encore à toi, Johan, de nous avoir rejoint sur le plateau. Nous a également rejoint François Tadei. François Tadei, bonjour. Bonjour. Tu es le directeur du centre de recherche interdisciplinaire à l'université Paris-Descartes. C'est bien ça. En quoi est-ce que ça consiste, ce centre de recherche interdisciplinaire? C'est un centre qu'on a créé pour accompagner des étudiants qui voulaient apprendre différemment et faire de la recherche différemment. Et donc, initialement, on était sur une table pas beaucoup plus grande que celle-ci. Et pour des raisons qui m'échappent encore un peu aujourd'hui, on a doublé taille tous les 18 mois depuis une quinzaine d'années. Donc les exponentielles, elles commencent petites, mais elles peuvent grandir assez vite. Ouais. Et donc aujourd'hui, on a déjà 3000 m², on en aura 7000 dans un an. Et en fait, on a créé ce centre pour aider ceux qui veulent réinventer les manières d'apprendre, d'enseigner, de faire de la recherche et de combiner apprendre par la recherche, rechercher sur l'apprendre, par exemple. D'accord. Donc clairement, la question de l'innovation éducative, c'est quelque chose que tu maîtrises bien, c'est ton sujet. Tu as l'habitude d'en parler beaucoup et de faire de la recherche dessus aussi. Donc tu vas pouvoir nous en parler, notamment dans tout le rapport que peuvent entretenir les élèves et les étudiants avec les algorithmes dans leur rapport au savoir. C'est un petit peu le thème qu'on a voulu avoir dans cette première émission, Antonin. Antonin, je vais un peu plus te laisser introduire ce sujet-là que moi avec nos deux invités pour qu'on puisse commencer à avoir une discussion. Ouais, j'ai le droit de poser des questions aussi. Ah, mais je t'en prie, c'est le but, vas-y. Tenter les choses. Par exemple, la question que j'avais envie de poser à Johan en introduction, parce que ça fait du coup quelques années que tu travailles en tant que professeur documentaliste. Est-ce que ces quelques années, tu as eu l'impression de transformation très forte, notamment, alors là en l'occurrence le sujet qui nous intéresse, hein, c'est opéré par le numérique, les outils numériques à destination des élèves. Est-ce que ça transformation très forte du point de vue de l'institution, c'est-à-dire des impacts qu'ont les usages des élèves sur les pratiques des enseignants ou sur le rôle d'un professeur documentaliste? Alors oui, effectivement, déjà rien que de par le matériel qui a beaucoup évolué et dont on est beaucoup mieux doté maintenant. C'est-à-dire qu'à l'origine, moi quand j'ai commencé, il était hors de question de faire une recherche au CDI sur le numérique parce que bon, effectivement on n'avait que 4 postes pour une classe entière, c'était pas ambitionnable. Et puis les professeurs étaient beaucoup plus frileux aussi. Il y en avait qui avaient un usage du numérique personnel, mais qui n'imaginaient pas pouvoir le transmettre ou en faire usage avec leurs élèves. Et maintenant, les pratiques sont quand même nettement différentes. Hein. Je pense qu'il y a aussi une conscience qu'il faut accompagner les élèves dans ces apprentissages. Tu parles d'une prise de conscience de l'institution oui. Au niveau supérieur, au niveau académique, au niveau national, tu as vu aussi ça changer dans le discours? C'est des demandes. Hein. Ça remonté du terrain, oui, c'est oui. ça? D'accord. Ouais. Okay. Mais pourtant, les enfants maintenant, ils sont nés avec le numérique dans les doigts, donc ils sont digital native. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors j'en pense que oui, effectivement, ils ont des choses à nous apprendre. Ils sont surprenants sur leurs usages. Par contre, ils sont très dans l'intuitif. Et bon, déjà, ça ne donne pas toutes les réponses auxquelles on pourrait prétendre. Et puis par ailleurs, et du coup, ils ont une méconnaissance de ce qui se trame derrière et des dangers du numérique. Et du type d'informations auxquelles ils ont accès. Et donc, oui, il y a une nécessité d'éduquer les enfants aux usages. Hein. Ça, c'est indéniable. François, pardon. Non, vas-y. Non. Je rajouterais même d'éduquer les parents. Éduquer les parents, ça fait partie aussi d'une des missions de l'école dans le numérique? Je pense que ça serait intéressant de réfléchir à ça. D'accord. Dans leur mission d'accompagnement des enfants aux côtés de l'institution scolaire, etc. Oui. Pour introduire aussi, François, tout à l'heure, tu me disais comme une boutade quand je t'ai dit, bah tiens, on voudrait faire ensemble une émission sur les algorithmes en éducation. Tu me disais, je ne sais même pas ce que c'est qu'un algorithme. Alors je ne sais pas à quel point c'était une boutade. J'imagine que malgré tout, il y a des choses derrière. Je me disais peut-être commençons par ça, c'était assez provocateur, mais...
Disons que je pense qu'on peut avoir plus ou moins conscience de ce que c'est qu'un algorithme. Je me souviens que ma fille était revenue de sa petite section un soir en me disant ah, on a fait des algorithmes à l'école aujourd'hui. Et en fait, ils faisaient des alternances rouge, jaune, rouge, jaune, rouge, jaune. Et c'est une forme d'algorithme. Et donc, on peut comprendre ce genre d'algorithme à partir de 3 ans. On peut comprendre des algorithmes toujours plus complexes. Et qui d'entre nous peut prétendre comprendre tous les algorithmes qui régissent nos vies? Certains ne sont même pas transparents, donc en fait, on n'y a pas accès. Donc, on a à la fois plus ou moins conscience de ce que c'est qu'un algorithme et en même temps pas forcément conscience d'à quel point ils affectent nos vies aujourd'hui et je pense qu'on a besoin de tous se former continuellement à cette question et donc l'école a évidemment un rôle à jouer, mais l'ensemble de la société a un rôle à jouer. Par exemple, est-ce que les entreprises qui développent ces algorithmes développent des algorithmes qui sont transparents, qui sont open source? Est-ce que leur code est documenté pour que d'autres puissent se les approprier et les comprendre? Qui a compris l'algorithme APB par exemple, qui va impacter le destin de beaucoup de lycéens? Et si on Alors APB, je rappelle, pour ceux qui nous regardent, APB c'est admission post-bac, c'est le fameux algorithme qui va trier, si je puis dire, les élèves en fonction de leurs vœux d'orientation qu'ils expriment sur la plateforme. Voilà, et à la fin de l'année scolaire, c'est l'algorithme d'APB qui leur dit où est-ce qu'ils ont une place qui leur est allouée à la rentrée. Voilà. Et donc ce code a été rendu public, et donc, mais il a fallu qu'un certain nombre de jeunes et leurs parents et des enseignants bataillent pour ça. Aujourd'hui, il est plus transparent, mais est-ce qu'on comprend vraiment comment ça marche? Pour autant, si on n'a pas été éduqué à comprendre la logique sous-jacente, c'est, je pense, que des choses qui sont assez essentielles. D'accord. Alors, justement, finalement, les élèves utilisent quotidiennement des algorithmes. Ça a un peu transformé même leur rapport au savoir. Alors, en général, on dit c'est le numérique. Lorsque un prof pose une question, les élèves se retrouvent soudainement à faire une recherche sur Internet pour vérifier la pertinence de la réponse apportée par l'enseignant. Lorsque un devoir est à faire à la maison, les élèves de plus en plus font leurs recherches sur Internet pour aller rechercher pareil, les réponses, aller opérer parfois. On a des enseignants qui s'inquiètent, des plagiats, etc. Moi, je me souviens, par exemple, d'avoir été prof de philo pendant 2 ans. On était en 2007-2008, donc ça commence à faire une dizaine d'années. Et déjà, on avait finalement des élèves qui allaient sur Google chercher les réponses au sujet que je proposais. Alors bon, en l'occurrence, je ne le vivais pas comme un problème, mais j'ai pas envie de donner mes réponses. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire, est-ce que finalement, qu'est-ce que l'institution doit faire déjà de cette transformation du rapport au savoir? Est-ce qu'elle doit lutter contre ces modalités-là? Moi, j'ai envie de poser la question de manière infiniment plus provoque que toi. C'est-à-dire que moi, pendant longtemps, j'ai cru comprendre que traditionnellement, c'était l'école qui transmettait des savoirs. Maintenant, j'ai envie de dire, il y a Google pour ça. Qu'est-ce qu'on a encore besoin des profs? Des profs à l'ancienne, je veux dire, qui transmettent des savoirs verticalement. Est-ce que ça ne remet pas complètement en cause la place même de l'institution dans la société? Ces algorithmes de recherche, qu'est-ce que tu en penses, toi, dans ce que tu vois des élèves? Alors, moi, déjà, je suis une prof doc. Et donc, en tant que documentaliste, je n'ai pas un programme. Et donc, je n'ai pas un enseignement. Je ne donne jamais de cours. Et donc, je n'ai pas cette vision de l'école qui doit transmettre un savoir. Je ne suis jamais en frontal, moi. D'accord. Moi, je transmets de la méthodologie. Je transmets... en fait, mon but, c'est que l'élève soit autonome. C'est pas moi qui vais lui transmettre un savoir, hein, c'est moi qui vais lui montrer comment il va trouver la réponse à la question. D'accord. Et donc, je pense que n'importe quel prof doit avoir ça aussi sous le coude ou dans le coin de la tête. Hein. C'est-à-dire que il est là parce qu'il détient un savoir, mais il est là aussi pour susciter une curiosité et puis pour amener l'élève à ne plus avoir besoin de lui. Un bon prof, à la limite, c'est celui qui a appris à ses élèves à se se faire passer de lui. oublier. Je pense, à terme. D'accord. C'est nouveau, ça, comme manière d'envisager le rôle de l'enseignant, François Tadei? Disons que Socrate était déjà relativement parti dans cette direction. Donc c'est à la fois nouveau, ça dépend de quel regard on porte sur l'histoire. Et c'est sûr que ce n'est pas nécessairement le comportement dominant dans lequel on est passé les uns et les autres. Néanmoins, il y a déjà des gens qui travaillent dans cette direction. Ce qui est sûr, c'est que je pense que plus on a accès à l'information, plus on a besoin d'un esprit critique. Et que l'esprit critique peut être développé et il est un peu différent dans chaque discipline.
C'est pas exactement la même chose que d'exercer son esprit critique en maths, en français ou en sciences par exemple. Donc on a besoin d'esprit critique et je pense que chaque enseignant peut contribuer à ça parce qu'autrement le monde des fake news va finir par tout emporter. Donc on a besoin de ça. Mais les fake news ne sont pas nouvelles. Un prof d'histoire pourrait par exemple enseigner qu'il y avait des rumeurs à toutes les époques. Et donc que depuis toujours on a eu besoin de ça. Et les sciences cognitives nous montrent que en fait en moyenne, notre cerveau est bien meilleur en termes d'esprit critique quand on doit critiquer les autres que quand on doit se critiquer soi-même. Donc apprendre à se connaître, le connais-toi toi-même, il y a tout un tas de choses qu'un prof de philo, mais pas seulement, peuvent transmettre. Et donc on peut contribuer par exemple à faire de la philo et à réfléchir sur ce que c'est que le savoir, sur ce que c'est qu'apprendre. Très jeune, ce que c'est que questionner. Donc il y a des gens qui font de la philo en maternelle, il y en a qui en font en primaire, au collège, au lycée et bien sûr en classe de terminale, mais pas seulement. Et donc je pense que cet esprit critique, mais aussi d'autres formes de métacompétences que sont la créativité, que sont la capacité à savoir faire plus avec la machine que sans la machine, mais savoir aussi faire des choses que la machine ne sait pas faire. Et être capable de comprendre donc ce que savent faire les machines et ce qu'elles ne savent pas faire. Par exemple, elles ne sont pas douées d'empathie aujourd'hui. Elles sont pas douées elles comprennent même pas la question du sens. Donc des savoir-être, elles peuvent optimiser peut-être quelque chose, D'accord. mais elles peuvent pas définir un savoir-être. Elles peuvent pas définir un savoir-vivre. Et donc, comment est-ce qu'on transmet ça? Et comment est-ce que on s'assure que les élèves ont appris à apprendre et ont appris à créer? D'accord. J'ai entendu beaucoup d'ambition pour la méthodologie, pour l'esprit critique, pour les savoir-faire, les savoir-être, mais du coup, les savoirs fondamentaux, la transmission des savoirs, est-ce qu'elle est oubliée dans tout ça? Est-ce que le numérique vient chambouler l'école dans son rôle de transmission des savoirs? Je me rends pas bien compte. Moi qui l'ai quitté il y a un bout de temps, est-ce que ça aussi, ça a changé? Le numérique, c'est un outil. C'est un outil qui est fantastique et dont on peut pas faire, sur lequel on ne peut pas faire l'impasse. Mais le prof, il a aussi un rôle de transmetteur de savoir. Et il y a un lien qui se crée, un lien humain. Il y a une espèce de, c'est presque de l'affiliation. Il y a quelque chose de fondamental. Qui est que l'élève, il va apprendre pour lui, bien sûr, mais il va aussi apprendre parce qu'il a un relationnel à son professeur. Et le côté affectif, surtout chez des enfants, des adolescents, on ne peut pas le renier. Ça, c'est essentiel, je pense, dans l'apprentissage. On n'apprend pas tout seul. On a besoin pas d'un mentor, mais on a besoin de quelqu'un qui nous y amène. D'accord. D'un ouvreur de porte. D'accord, ok. Merci beaucoup. Avant de te passer la parole, je représente les invités pour tous celles et tous ceux qui nous rejoignent. Soyez toujours de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Merci à vous. Soyez les bienvenus. Donc, Johan, tu es professeur documentaliste à Vierzon et tu viens nous parler de ton expérience dans le rapport qu'ont les élèves avec le numérique et notamment les algorithmes. Et François Tadei, directeur du centre de recherche interdisciplinaire dans le cadre de l'université Paris-Descartes. Voilà. Oui. Antonin, je te laisse la parole, vas-y. Oui, tu disais, alors c'est une question pour vous deux, celui ou celle qui veut répondre, mais tu disais, oui, toujours un rôle dans le rapport au savoir. Malgré tout, ce rôle-là est questionné. Par exemple, quand on voit l'action d'Inversons la classe ou la formation à distance qui se développe un petit peu partout, est-ce qu'Inversons la classe, par exemple, en filigrane, ne nous dit pas qu'un enseignant demain n'est plus forcément l'unique possesseur du savoir, le passeur de savoir, mais il est plutôt celui qui apprend à apprendre, celui qui favorise. Alors, il faut peut-être dire ce qu'est Inversons la classe, mais il représente Inversons la classe. Pour le dire tout simplement, chez soi, on découvre les contenus du cours, et puis en cours, finalement, on se retrouve à valider ces contenus en faisant des exercices, en travaillant sur des choses un peu plus ludiques, accompagné par un enseignant qui est plus simplement dans une posture descendante, mais dans une posture plus transversale. Est-ce que du coup, ça n'interroge pas Moi, je pense que l'enseignant, il a aussi un rôle de révélateur de l'élève à lui-même. Et M. Tadei parlait de Socrate tout à l'heure. On peut faire le parallèle avec la maïotique, c'est-à-dire qu'un enseignant, c'est aussi quelqu'un qui va savoir faire émerger les compétences de l'élève, trouver la voie pour que lui fasse son chemin
et cet élève-là et pas un autre. Et ça va nécessiter justement d'individualiser, de prendre du temps avec chacun, de trouver comment faire passer ce savoir et comment mettre en place des techniques, des outils pour que chaque élève progresse. D'accord. Et peut-être que justement, il y a à réfléchir sur comment c'est possible en suivant dans chaque discipline. Hein. Je pense que c'est pas tout à fait le même chemin. Sinon, les profs seraient interchangeables, ce qui n'est pas le cas. Hein. Ouais. Je ne dis pas ça. Hein. D'accord. François ? Ce qui est sûr, c'est que l'information est accessible via le web. Mais entre l'information et le savoir, il y a un gap. Alors, et c'est c'est quoi la justement ça dont différence on entre parle. les deux, du coup? Disons que le savoir, c'est la capacité à s'approprier vraiment cette information. C'est pas simplement la mémoriser. Parce que ça, effectivement, le web pourrait suffire. Mais c'est savoir l'utiliser à bon escient dans le bon contexte. Et savoir éventuellement la critiquer, savoir quel est son degré de validité, quelles sont les émotions auxquelles elle est associée, si tant est que, quelles sont les autres parties du savoir auxquelles elles sont associées. Et c'est là où, en particulier, des approches plus interdisciplinaires deviennent possibles. Est-ce que Voltaire, on doit le voir uniquement en français, ou on doit le voir en histoire, ou on doit le voir éventuellement en histoire des sciences, ou etc. Comment est-ce qu'on le resitue dans la réflexion après Charlie, par exemple, sur la tolérance, sur qu'est-ce que sont les lumières à l'heure du numérique. Donc on voit bien que si après Charlie, chaque élève et chaque citoyen a été marqué par ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on vit ça ? On peut avoir l'information brute, Il voilà, s'est passé ça, mais comment est-ce qu'on se l'approprie et comment est-ce que, pour le coup, on va réfléchir différemment à la notion de tolérance, on va réfléchir différemment à ce que c'est qu'une caricature, à ce que c'est qu'un mot qui peut blesser ou pas quelqu'un d'autre. Ça se rapproche considérablement de l'éducation aux médias. Bien sûr, donc en l'occurrence, on a besoin de cette On est en éducation plein aux dedans. médias à ce moment-là. Mais je veux dire, chaque discipline va avoir un regard un peu différent en fonction d'un sujet ou d'un autre. Par exemple, le numérique peut permettre de faire une mesure en sciences. Parce que même un téléphone portable peut devenir un instrument scientifique dans lequel on peut avoir enregistré via l'accéléromètre des choses, ou via le système audio, ou via l'appareil photo. On va pouvoir documenter tout un tas de choses. Donc le numérique va changer les différents apprentissages et les différentes disciplines à chaque fois un petit peu différemment. Mais il va venir réinterroger la valeur ajoutée de ce qu'il se passe en classe. Et c'est là où les enseignants les approprient chacun un peu à sa manière et accompagnent. Et la question, c'est est-ce que les enseignants eux-mêmes sont accompagnés dans ce travail-là? Donc effectivement, les enseignants documentaristes ont plus l'habitude que d'autres de se poser ce genre de questions. Mais je pense qu'on a besoin de former mieux et en continu, et de penser le développement professionnel de nos enseignants, dans lequel ils peuvent apprendre les uns des autres, mais aussi éventuellement des élèves, parce qu'il y a des élèves qui sont plus au fait d'un certain nombre de choses à l'heure du numérique. D'accord. On va essayer de recentrer un tout petit peu la discussion sur vraiment la question des algorithmes, et notamment les algorithmes les plus célèbres, ceux qu'on utilise pratiquement au quotidien dans notre utilisation en tant que loisir du numérique. Je pense à Facebook, à Google, je pense à YouTube par exemple. Est-ce que ces algorithmes-là sont transparents, et est-ce qu'ils sont mauvais par nature ? C'est peut-être la question. Voilà, un enfant aujourd'hui, un élève qui vient voir sa documentaliste et qui lui dit que le soir il regarde des vidéos sur YouTube ou qui utilise Facebook, est-ce qu'il a conscience des algorithmes qu'il utilise? Non, je pense qu'il n'en a pas conscience. Après, on ne peut pas dire que ce soit mauvais. Un outil ne peut pas être mauvais. Il y a des mauvais usages d'un outil, mais un outil en lui-même n'est pas mauvais. Je pense que il y a des dangers, il y a des usages, des mésusages. Et c'est certainement pas en se voilant la face ou en évitant l'utilisation de l'outil qu'on progresse. De toute façon, c'est nécessaire d'en passer par là parce que c'est une évolution sociétale, que nos élèves sont nés dedans et qu'on ne peut pas gommer ça chez eux. Ça serait ne pas les prendre tels qu'ils sont. Au contraire, hein, il faut accompagner leurs usages et donc les éclairer et en leur montrer d'autres usages aussi. C'est-à-dire éclairer les élèves sur les usages qu'ils ont eux-mêmes, leurs usages privés, mais aussi leur montrer qu'il y a d'autres usages et ouvrir le champ des possibles. Et pourtant, tu dis c'est pas mauvais, mais pour autant c'est pas neutre non plus.
Et c'est justement ça la question de l'algorithme, hein, derrière un outil comme Facebook, par exemple, que tu citais. On sait, c'est ressorti plusieurs fois, par exemple là dernièrement pendant l'élection américaine, que l'algorithme de Google est conçu de telle manière de donner à voir à l'utilisateur de Google ou de Facebook, ça marche aussi pour Facebook, ce qu'il veut voir. Par exemple, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, disait finalement pour vous peut-être qu'un écureuil qui meurt dans votre jardin c'est plus important qu'un enfant qui meurt en Afrique, et donc moi je vous donne de l'écureuil qui meurt dans votre jardin. Parce que ça va plus vous toucher. Du coup, c'est plus seulement de l'usage neutre. Il y a bien quelque chose d'interrogeant dans la manière même dont est fait un algorithme comme celui de Facebook, et qui peut-être interroge aussi le monde éducatif. C'est ce qui s'est passé par exemple avec l'élection de Donald Trump, où on s'est dit peut-être que l'algorithme de Facebook a quelque chose à voir avec la facilitation de la diffusion des messages complotistes dans le sillage de l'élection de ce candidat. Non, je ne sais pas si ça appelle des réactions de votre part. C'est sûr que on a besoin de comprendre les boîtes noires qui nous entourent, et les algorithmes en font partie. On a besoin de comprendre ce genre de logique. Mais il n'y a pas que les algorithmes qui sont dans ce genre de logique. Les médias, depuis très longtemps, parlent plus d'un mort au bout de la rue que de 1000 morts à des milliers de kilomètres. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. Mais on a aussi d'autres biais. On a des biais dans le cerveau. Et donc comprendre nos propres biais cognitifs. Il y a effectivement des choses qui vont nous toucher plus que d'autres. Et pourquoi ? Parce qu'elles sont violentes, par exemple. Et donc pourquoi est-ce qu'on est attiré par des images où il y a du sang ? Pourquoi est-ce qu'on choisit finalement de zapper sur une chaîne ou sur YouTube vers tel ou tel type de contenu ? Et donc je pense qu'il faut à la fois que les enfants prennent conscience des algorithmes et de leurs biais, mais aussi, je dirais presque, des algorithmes génétiques de nos génomes et de notre histoire évolutive qui font que, il y a des sujets, le sexe, la violence, le sucré, le salé, qui nous attirent. Comment est-ce qu'on mange de manière plus saine ? Comment est-ce qu'on se nourrit ? Comment est-ce qu'on nourrit nos cerveaux comme nos estomacs de manière plus saine ? Et donc comprendre ces biais-là, comprendre par exemple qu'on est plus facilement manipulé par tel ou tel type d'information, c'est important. Et donc on a besoin, et finalement ces algorithmes ne font que renforcer des biais cognitifs et des biais sociaux. Et donc il faut en avoir conscience et il faut les déconstruire à tous les niveaux. Je vous invite à bien parler dans le micro pour que tout le monde entende bien ce qu'on dit tous. Ce que tu as rappelé, Antonin, ce que vous venez de dire aussi, c'est que fondamentalement un algorithme n'est jamais neutre. Il part toujours d'un point de vue, d'un postulat, et il nous emmène quelque part. Et vous nous invitez à être conscients de ces biais, quels qu'ils soient. Mais est-ce qu'on est forcé de faire avec ces biais, ou est-ce qu'on peut aussi lutter contre ces biais ? À partir du moment où on prend conscience de ces biais, on a plus de chances de pouvoir lutter contre ces biais. D'accord. C'est déjà vrai au niveau cognitif. Si tu comprends que ton cerveau n'a pas directement accès à la réalité, mais que par exemple tu peux être victime d'illusions d'optique, mais aussi de tout un tas d'autres biais cognitifs, tu peux, par exemple, si tu sais qu'on détecte plus facilement les erreurs de raisonnement des autres que les siennes, on peut comprendre que si on dialogue avec d'autres, on va être capable de progresser les uns comme les autres et de développer à la fois l'intelligence de chacun et l'intelligence collective. Donc c'est ce genre de choses, mais il faut d'abord avoir conscience de ça. D'accord. Et alors vous, concrètement, les professeurs, quand vous êtes confrontés aux élèves, comment est-ce que vous leur donnez accès à ça ? Est-ce que toi, tu as des exemples d'exercices que tu fais avec les élèves pour leur apprendre à utiliser et à comprendre surtout comment ça fonctionne ? Oui, alors comment ça fonctionne ? En fait, à l'usage, c'est très curieux parce que les élèves ont peu conscience au départ qu'il n'y a personne derrière Google, par exemple, qu'il n'y a pas une personne qui va répondre à leurs questions. D'accord. Ils ont tendance, quand ils utilisent un ordinateur, à rentrer la question qu'on leur pose, nous, en tant qu'enseignants, directement telle qu'elle dans le moteur de recherche. D'accord, c'est intéressant. Parce qu'en fait, ils n'ont jamais réfléchi à la manière dont ça fonctionnait. Donc déjà, prendre un petit peu de temps pour voir avec eux comment est-ce que ça pourrait bien fonctionner et partir de leur représentation. C'est intéressant de voir un peu si les uns et les autres sont en accord sur ce qui est imaginé, ou si tout compte fait, quand on pousse un peu, on se rend compte que non, c'est pas viable là, cette hypothèse-là n'est pas possible. Après, on aboutit grâce à leur réflexion au fait que c'est un robot qui a donc un mode de fonctionnement qui répond à justement des algorithmes.
et à partir de là, voir comment est-ce que nous, on doit, quel langage on doit lui parler pour obtenir des réponses, Quel bon mot-clé utiliser par exemple dans Google? par exemple. D'accord. Partir du général pour affiner, voir si on a beaucoup de bruit, essayer de bruit, donc c'est des réponses qui ne sont pas pertinentes. Hein. Donc si on n'obtient pas des réponses pertinentes, essayer de voir qu'est-ce qui cloche. Et c'est intéressant justement de se tromper. Parce que du coup, ça engendre une réflexion. C'est pourquoi est-ce que je n'obtiens pas la réponse que je veux, ou pourquoi est-ce que je ne comprends pas les réponses qu'on me donne. En fait, d'une certaine manière, vous apprenez aux élèves à être plus malins que les algorithmes, ou en tout cas en faire le meilleur usage possible pour leurs besoins. À parler le langage qui convient. D'accord. À utiliser un langage qui correspond, qui n'est pas forcément le leur à l'origine. D'accord. Et est-ce que c'est les algorithmes qui imposent ce nouveau langage, ou est-ce que finalement c'est le langage de la modernité, c'est comme ça, et notre société fonctionne de cette manière-là? Fondamentalement, les algorithmes sont écrits par des humains aujourd'hui. Ça vrai. durera peut-être pas, mais pour l'instant, on en est là en tout cas. Et donc c'est encore des humains qui ont le contrôle. Mais est-ce que ces humains ont pris en compte l'ensemble des implications de leurs algorithmes? Est-ce que nous, en tant qu'utilisateurs, on a réfléchi à ça également? Est-ce qu'on a accès à ça? Il y a besoin de réfléchir sur ces thématiques et de comprendre la puissance de ces algorithmes qui s'affinent toujours. Et en particulier, je pense que le fait que Google, par exemple, donne pas forcément les mêmes réponses à différents usagers qui posent la même question, c'est quelque chose dont on n'a pas souvent conscience. Mais aider les élèves à en prendre conscience, ça dit tout de suite que la machine a appris quelque chose, et elle a appris quelque chose sur toi, en fonction des requêtes que tu as faites jusque-là. Et donc, à partir de là, on se rend compte que le monde n'est pas complètement neutre. On arrive carrément sur des fameux biais terribles. On a tout un tas de biais potentiels. Alors, ça peut être parfois mieux, mais pas toujours. Et en plus, ça veut dire que la machine et Google et Facebook ont appris des choses sur toi. Est-ce que tu es d'accord pour qu'ils sachent ce genre de choses sur toi? Et donc, comment est-ce que tu maintiens ta vie privée? Est-ce que tu partages avec ces entités multinationales toute ta vie privée ou pas? Et comment est-ce que tu prends conscience des dangers potentiels qu'il y a à laisser traîner trop de traces, par exemple? Non, vas-y. Mais, du coup, est-ce que d'une manière ou d'une autre, on peut dire qu'aujourd'hui, les moteurs de recherche, Google, les réseaux sociaux, qui sont des espaces d'information pour bon nombre d'enfants, de jeunes, d'adultes, nous y compris, des plateformes comme YouTube, qui aujourd'hui servent de plus en plus à des chaînes, y compris de grande qualité. Et bien le micro dans ta bouche. À des chaînes, y compris de grande qualité. Je ne parle pas seulement d'Acropolis, Non, bien pas sûr. seulement, il y en a d'autres. Mais y compris thématiques sur l'histoire, les sciences, etc. Donc Google, Facebook, YouTube, ce qu'on appelle les GAFAM, en gros, sont devenus, d'une manière ou d'une autre, des acteurs éducatifs à part entière. C'est sûr qu'ils agissent sur la manière dont on apprend. Et donc, et qui sont organisés pour peser en plus, y compris sur comment est-ce qu'ils peuvent former des enseignants, etc. Donc, ils cherchent des parts de marché, il n'y a pas beaucoup de doutes. La question, c'est est-ce que le service public est capable de créer un service public de la société apprenante, un service public qui se met au service de tous? Et si on n'est pas capable d'investir comme eux le font, dans la recherche et développement, dans la création de nouveaux algorithmes, dans la création de nouvelles plateformes de partage, d'appropriation, du savoir, de transmission, de création, alors il ne faudra pas s'étonner qu'ils soient toujours plus attractifs pour certains et en même temps qu'ils aient toujours plus de pouvoir sur le destin de chacun d'entre nous. D'accord. On va peut-être passer à une partie un petit peu plus interactive avec le chat. Continuez à poser vos questions si vous en avez pour nos invités, à intervenir dans le débat. Je lis toutes vos questions et je vais essayer de faire le tri et de poser celles qui vont le plus remuer nos méninges. Peut-être une première question pour toi qui a été posée un peu plus tôt. Une question assez concrète sur la formation des enseignants. Est-ce que dans la formation initiale et continue des enseignants, vous avez des cours qui vous sont donnés sur comment fonctionne Google, comment fonctionne Facebook, comment fonctionne YouTube, etc. Alors, moi, ma formation initiale, elle date un peu. Et donc, non, force est d'avouer que à l'époque où j'ai passé mon CAPES, on n'avait pas toutes ces formations-là. On a eu des formations sur
sur les méthodes de recherche sur Google qui ont énormément évolué depuis. À l'époque, D'accord. moi, il y avait encore des annuaires sur Internet, Ouais. donc ce qui n'existe absolument plus. Donc, on nous a transmis un savoir qui est désuet maintenant. Après, je pense que c'est de la curiosité, c'est de la prise en main, c'est venir à Ludovia, par exemple, concrètement. C'est du réseau. Et puis, c'est éventuellement du PAF, donc tout ce qui est formation continue au sein de l'éducation nationale, mais c'est assez peu développé. C'est vraiment, je pense, des initiatives personnelles, beaucoup plus. Le PAF, c'est le plan académique de formation, Voilà. c'est-à-dire je connaissais. les propositions de formation qui sont faites au niveau académique à l'ensemble des enseignants Ok. par le biais du rectorat. D'accord, ok. Pardon pour le jargon, mais d'accord. Je regarde rapidement. Que penser d'initiatives du style Khan Academy? Je suis désolé, je connais pas la Panicho Khan Academy. Khan Academy. À la Cannes Academy. La Khan Academy, c'est une plateforme qui est née de manière intéressante d'un non-enseignant qui avait passé ses vacances avec ses neveux et nièces et les avait formés. Il leur avait expliqué des maths parce qu'il avait fait pas mal de maths de son côté. Et quand il est reparti, ils avaient toujours des problèmes sur le problème de maths du niveau d'après. Et il a commencé à leur raconter via YouTube comment ils pouvaient résoudre tel ou tel problème. Et puis, c'est devenu très populaire parce qu'il y a plein de gens qui cherchaient des ressources sur comment est-ce qu'on apprend tel ou tel problème mathématique. Et progressivement, Salman Khan a créé ce qui est devenu la Khan Academy. Il y a aujourd'hui des millions de gens et des milliers de ressources qui expliquent pas seulement les maths, mais aussi la physique, et même l'histoire et tout un tas de sujets. Donc, c'est une des plateformes qui existe. Elle a commencé à être traduite en français. Et donc ça contribue, y compris dans le monde francophone, à transmettre un certain nombre de savoirs. La question c'est, est-ce qu'il n'y a que M. Salman Khan qui a le droit de faire ça ou est-ce qu'on peut tous contribuer à cette manière? Et donc est-ce que ça doit être la Khan Academy de M. Salman Khan ou même si c'est du non-profit, etc., c'est quand même une certaine vision de l'histoire, des maths et tout un tas de choses, ou est-ce qu'on peut créer chacun d'entre nous des modules? Et la question c'est, quels sont ceux qui sont les plus pertinents à ce moment-là? Et comment est-ce qu'on identifie plusieurs sources ce qui est le d'informations plus... comme ça? Exactement, et ça c'est vraiment difficile. Et donc un des labels qu'on pourrait imaginer, et que ce soit pour des news, qu'elles soient valides ou pas, ou des contenus pour apprendre les maths qui soient plus ou moins pertinents, ou du climato-sceptique au truc le plus pertinent, comment est-ce qu'on fait pour savoir? Et donc il y a une proposition qui n'est pas encore mise en œuvre mais qui pourrait l'être, c'est d'avoir un plugin dans son navigateur, donc Firefox ou Chrome ou autre, qui vous aiderait quand vous arrivez sur une page à savoir ce qu'en pensent les élèves, ce qu'en pensent les enseignants et ce qu'en pensent les chercheurs par exemple. Donc si vous arrivez sur une page sur le climat, si les élèves pensent que c'est bien, que les profs pensent que c'est bien et que les chercheurs pensent que c'est bien, c'est a priori quelque chose qui mérite, qui a peut-être un triple A, pour reprendre un concept qui peut être connu dans d'autres mondes, et qui mérite d'être partagé et travaillé. Si c'est bien du point de vue des élèves, mais ni du point de vue des enseignants, ni du point de vue des chercheurs, c'est peut-être très drôle, mais peut-être qu'il faut s'en méfier un petit peu. Mais aujourd'hui, on n'a pas manière de savoir, quand on arrive sur une page, si elle est pertinente ou pas du point de vue de ces différents regards. Mais en même temps, si c'est bon pour le chercheur et pas intéressant pour l'enseignant et encore moins pour les élèves, c'est peut-être pas terrible non plus. C'est peut-être un travail de recherche pertinent, mais c'est peut-être pas appropriable. C'est peut-être pas le plus pédagogique. Ne devrait-il pas y avoir une formation régulière pour les profs pour suivre les évolutions sociales et technologiques? C'est vrai qu'on a tendance à rappeler qu'Internet change du jour au lendemain pratiquement. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que l'école est apte à suivre ces évolutions tellement rapides de la modernité? Oui, d'autant que ces missions évoluent énormément. Les missions de l'école? Les missions de Oui, l'école. en plus c'est vrai. C'est-à-dire que on s'appelle bien éducation nationale et pas instruction nationale. Et ça, c'est un grand débat aussi sur la place du prof. Alors qu'est-ce que ça implique du coup? Ça implique différentes visions justement au sein de l'éducation nationale justement. C'est-à-dire que tout le monde n'a peut-être pas le même métier, tout compte fait au sein des enseignants. Et que pour certains, justement, il y a une vision très doctrinale et très descendante de l'enseignement, et pour d'autres, une vision un peu plus progressiste. En tout cas, ce qu'on a entendu de Joël, et pour rebondir sur cette question, c'est que la formation initiale d'un enseignant ne peut pas suffire. Et donc, fondamentalement, on a besoin de développement professionnel. Et donc, il y a des enseignants qui le trouvent au sein de l'institution, mais
pas souvent. On l'a entendu et on le voit ici à Ludovia. Donc on a besoin d'accepter que chacun d'entre nous, à commencer par les enseignants, apprend tous les jours et voit son métier évoluer tous les jours. Et est-ce qu'on est accompagné dans son développement professionnel ou pas? Et donc il y a des pays qui ont su s'organiser pour accompagner ce développement professionnel et permettre à ce que les enseignants, par exemple, puissent demander des formations, plutôt qu'elles le soient imposées par en haut, parce que une bonne partie des crédits de formation aujourd'hui sont dépensés parce qu'un ministre a pensé une réforme et qu'il faut absolument former les enseignants à cette réforme. Et donc on ne part pas des besoins des enseignants ou des évolutions du monde, on part éventuellement de choses qui ont été pensées tout en haut. Et donc comment est-ce qu'on est capable d'offrir des formations et des modalités de développement professionnel qui partent à la fois des besoins et de temps en temps, je ne dis pas qu'un ministre ne peut pas être éclairé, et j'en connais qui l'ont été, mais ils n'ont pas la science infuse. Et ils ne peuvent pas tout comprendre. Après, on parle de la révolution du numérique et justement, beaucoup de profs ont su prendre le tournant et justement utilisent le numérique pour se former. On parlait des réseaux, Oui, c'est un incontournable. On apprend énormément de choses à travers ses collègues. La médiation par les pairs, c'est pas que entre les élèves. Hein. C'est vrai que, par exemple, les forums, les enseignants se sont très tôt et très rapidement saisis des forums sur Internet, encore à l'époque où c'était encore plus à la mode que ça ne l'est devenu aujourd'hui, mais qui s'en servaient pour se filer des bons coups de main, des tiens, je te conseille d'essayer ça, j'ai fait ça avec mes élèves hier, ça s'est hyper bien passé, même si j'aurais mieux fait ça, etc. C'est hyper intéressant aussi cette formation par les pairs. Alors je ne sais pas s'ils ont inventé l'eau tiède ou juste si le numérique a permis de passer à une échelle supérieure, parce que je pense qu'en salle des profs, il y a toujours eu des bons filons qui sont passés. Un réseau comme Twicté est né comme ça. Hein. Twicté, ouais. Oui, on en parlait tout à l'heure, la dictée sur Twitter. Ouais. C'est ça, ouais. On est vraiment sur des enseignants qui ont agi ensemble en se mobilisant par le biais d'Internet, du numérique. Je voulais juste rajouter un petit quelque chose au-delà de la formation continue des enseignants et de l'importance, etc. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on a oublié. Alors tu l'as dit au tout début, quand tu as dit c'est important aussi que les parents soient associés à ces enjeux éducatifs-là. Peut-être plus largement que les parents, c'est l'ensemble des acteurs éducatifs aussi. Les gamins, dans leur vie quotidienne, ils vont dans des clubs de sport, ils vont peut-être au centre de loisirs, aux accueils périscolaires, avant, après l'école. Et ils rencontrent un ensemble d'acteurs éducatifs. Je crois que le numérique, parce que François le rappelait tout à l'heure, hein, c'est un outil transversal qui peut être mobilisé dans un ensemble de champs. C'est particulièrement propice à des projets qui impactent l'enfant, le jeune, l'élève dans l'ensemble de ses temps de vie. Alors, je parlais tout à l'heure en aparté d'un projet de web radio, par exemple, un projet de web radio ou de web TV, et il peut avoir du sens avec le prof documentaliste dans l'école, et peut-être qu'il peut aussi avoir du sens quand il est exporté aussi en dehors de l'école, qui raconte ce que font les enfants en dehors, qui permet d'intéresser les parents à la vie de l'école, qui permet de mobiliser le centre de loisirs à côté dans des enjeux d'éducation aux médias, et finalement qui permet de rapprocher des communautés éducatives. Et si on va à l'étape d'après, une fois qu'on a dit ça, on peut presque se dire que finalement la formation continue des enseignants, ça peut être aussi sur tout un tas de sujets, la formation continue des acteurs éducatifs ensemble pour agir davantage qu'en circuit fermé aujourd'hui, l'école seule dans son coin, et puis à côté le centre de loisirs, enfin je caricature volontairement, et puis les parents qu'on rencontre. Parle bien dans le micro, fais attention. Et les parents qu'on rencontre pas. Je suis entièrement d'accord, et je pense qu'on a besoin de créer des lieux où ces différents acteurs vont pouvoir se rencontrer et partager, et discuter ensemble. Pardon ? Physique ou numérique, c'est Je pense qu'on a besoin des deux. D'accord. Et je pense qu'ils n'auront pas les mêmes fonctions. Un lieu physique, un tiers-lieu physique, c'est un lieu dans lequel on voit les émotions des uns et des autres, on peut parler des difficultés du territoire, on peut partager, gagner la confiance, on peut vraiment faire des choses qui ne se passent que dans la chimie de l'interaction humaine. Et par contre, ce qu'on fait dans ces lieux peut éventuellement être documenté par le numérique. On peut filmer ce qu'on fait, on peut le mettre sur un wiki, on peut le mettre sur un forum, on peut penser d'autres types de forums, parce qu'une partie des forums dont on parlait tout à l'heure sont victimes de leur succès. Parce que si on a 358 fois la même question et des milliers de fois des réponses qui sont en partie contradictoires, comment est-ce qu'on s'y retrouve ? On ne sait plus. Il faut un algorithme. Il faut de l'intelligence collective et il faut éventuellement
un algorithme qui contribue à canaliser cette intelligence collective. Les informaticiens, par exemple, qui ont depuis encore plus longtemps que les autres des forums, puisque c'est eux qui les ont créés, ont créé des forums qui sont hyper structurés, dans lesquels on ne pose la question qu'une fois, et quand on apporte des réponses, on valide, on peut voter pour la qualité de la question, la qualité de la réponse, et on peut faire émerger les choses qui sont les plus pertinentes. Et donc ce genre de forum un peu plus évolué, Stack Overflow pour ne pas le nommer, on pourrait avoir un Education Overflow dans lequel on partagerait les meilleures manières de transmettre ça. On pourrait aussi avoir un Apprendre Overflow. Où est la meilleure manière d'apprendre à faire telle ou telle chose? Est-ce que c'est dans le monde vidéo? Est-ce que c'est dans le monde physique? Et près de chez moi, quels sont les meilleurs endroits pour rencontrer des gens qui s'intéressent à ces sujets, dans lesquels on va pouvoir se questionner, affiner nos questions, monter des projets et avancer ensemble? Non, pardon, attends, je continue. Non, vas-y. Je continue à regarder. Est-ce que les élèves utilisent des forums? Est-ce qu'ils vous en parlent de ça, de l'usage qu'ils ont pour leur apprentissage? Pour leurs apprentissages, ça serait intéressant justement qu'on travaille comme ça. En collège, en tout cas, moi, je ne le fais pas. Je pense que ça serait intéressant de le faire avec les plus grands. Les plus jeunes, c'est un peu compliqué d'aborder les formes parce qu'il y en a de tout type. Et on est plutôt en train de leur expliquer que pour qu'une information soit pertinente, il faut que la source ait valeur d'autorité. Ouais. Et donc, voilà, pour simplifier, on écarte les forums. Les jeunes utilisent pour d'autres formes d'apprentissage plus informelles les forums, il n'y a pas de doute. Jeuxvideo.com par exemple. Le forum JVC, on apprend quoi sur le forum JVC? Si on veut apprendre à jouer à Minecraft, on va éventuellement là ou sur YouTube. Le deuxième mot-clé le plus cherché sur YouTube, le premier c'est musique, le deuxième c'est Minecraft. Et donc les jeunes apprennent des tonnes de choses sur ces forums, sur YouTube, etc. Mais est-ce qu'ils apprennent à apprendre? Est-ce qu'ils apprennent l'esprit critique? Éventuellement, on retrouve les fameux algorithmes qui vont mettre en haut telle ou telle version. Et donc, je pense qu'on a besoin de faire évoluer à la fois les algorithmes et les usages, et éventuellement de créer des algorithmes, de créer des usages qui seront peut-être plus pertinents, y compris dans un contexte scolaire, mais aussi dans un contexte informel. Et donc, il faut, je pense, les former à pas simplement croire que la seule vérité est celle de l'institution. Parce que l'institution n'a pas grand-chose à dire sur Minecraft aujourd'hui, par exemple. C'est dommage, d'ailleurs, parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais qu'est-ce qui rend un algorithme du coup meilleur? Qu'est-ce qui rend... Vous avez dit qu'on pourrait créer des algorithmes peut-être meilleurs. Par exemple, je prends le cas des jeux d'échecs dans lesquels on peut définir de manière un peu plus facile la notion de bon ou moins bon, ou de meilleur. On savait depuis longtemps, on sait classer les joueurs d'échecs. Et puis, moi, quand j'étais petit, j'ai commencé à jouer avec des ordinateurs parce que je suis suffisamment vieux pour pouvoir battre les ordinateurs quand j'étais petit. Mais aujourd'hui, même le champion du monde est battu et ça fait maintenant près de 20 ans. Garry Kasparov a perdu contre Deep Blue à l'époque. Mais aujourd'hui encore, les plus belles parties d'échecs, c'est des hommes et des machines qui jouent ensemble et qui sont meilleurs que des machines seules, qui sont meilleurs que des hommes seuls. Et donc, on voit bien que les algorithmes ont évolué, les humains ont évolué, et les capacités des humains et des machines ont coévolué pour, quelque part, jouer des parties toujours plus belles. D'accord, c'est un bon exemple. Je continue à regarder, je ne sais pas si tu as des questions de ton côté. Peut-être une en tout cas sur tout à l'heure, mais tu disais, François, que... tu as presque un petit peu répondu à cette question, mais je peux peut-être la reformuler pour forcer à clarifier vraiment la réponse jusqu'au bout. Quand tu dis on peut créer des meilleurs algorithmes, quand tu dis finalement on a besoin d'investissement public, on a deux manières de voir les choses. La première, c'est de se dire on va agir avec aujourd'hui
les espaces qui existent, les logiciels qui existent et qui sont aujourd'hui très très largement utilisés dans ces situations d'apprentissage. Tu parlais de YouTube par exemple, hein, voilà, c'est un bon exemple. Ou alors, on se dit on va faire émerger des alternatives qui nous sembleront plus vertueuses. Donc on va essayer, on va essayer de rendre plus vertueux ce qui existe, ou on va faire émerger des alternatives qui nous sembleront plus vertueuses. Quelle est aujourd'hui la bonne voie pour l'école et pour la société en général ? Moi, je viens du monde de la recherche biomédicale. Dans la recherche biomédicale, il y a une recherche publique et une recherche privée. On est bien content qu'il y ait une recherche publique parce que on sait que les conflits d'intérêts peuvent exister et qu'il faut à la fois faire confiance aux entreprises et en même temps, il faut avoir des garde-fous, il faut avoir d'autres instances et d'autres formes de recherche pour compléter ce que certains peuvent faire. Pareil sur l'agroalimentaire, pareil sur pratiquement tous les domaines. Donc, c'est très bien qu'il y ait des startups petites ou grandes qui investissent dans les champs qu'on est en train d'évoquer parce que ça nous crée des outils qui nous sont utiles. Mais on a aussi besoin d'une recherche publique. Et venant de la recherche biomédicale, je suis choqué de savoir qu'on investit en pourcentage. En total, on met à peu près autant d'argent dans l'éducation que de la santé, mais on met 30 fois moins d'argent dans la R&D de l'éducation que dans la R&D de la santé. Et donc, il ne faut pas s'étonner si les produits qui sont à notre disposition sont quasiment tous des outils privés sur lesquels on a très peu de recul parce qu'on n'a pas su investir et on n'a pas su former. Il y a très peu de gens qui font des doctorats sur ces sujets. Aujourd'hui, les meilleurs médecins dans les meilleurs hôpitaux ont tous fait de la recherche. Ils ont tous fait un doctorat de sciences, en plus d'un doctorat de médecine. Et donc, ils ont fait 15 ans d'études. Les enseignants sont à 5 ans d'études, c'est très bien, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui aimeraient faire un doctorat pour pouvoir avancer. Et cette recherche, elle peut être participative, on peut créer par exemple des plateformes de recherche participative, et ça suppose d'avoir des algorithmes, ça suppose d'avoir des plateformes, ça suppose d'avoir des usages. Ça existe pour la santé. Si vous êtes un patient et que vous voulez un patient impatient, c'est-à-dire un patient qui voudrait voir la recherche avancer plus vite, vous pouvez contribuer à la recherche. Vous pouvez aller sur des plateformes de recherche participative. L'INSERM forme chaque année des patients à des recherches participatives pour monter de nouveaux protocoles thérapeutiques et pour avancer plus vite sur la recherche. Et c'est très bien et on s'en félicite tous. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'équivalent dans le domaine de l'éducation? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de sciences participatives, de l'apprendre? Pourquoi est-ce que la manière dont les élèves apprennent sur des forums en dehors de l'école et ce qu'ils font dans l'école n'est pas confronté? Pourquoi est-ce qu'on ne les invite pas eux-mêmes à réfléchir là-dessus? Quand on a des sondages qui nous disent que 95% des jeunes ne sont pas contents de la manière dont le système éducatif fonctionne aujourd'hui, comment est-ce qu'on les invite à s'exprimer? Et est-ce que c'est juste les faire voter sur pour ou contre les frites à la cantine, ou est-ce que c'est quand même un peu plus structuré? Et on voit bien qu'il va y avoir besoin de structurer la réflexion, parce que c'est un débat qui ne va pas être un débat facile. Et ce débat peut être médié par le numérique, mais pas seulement. Est-ce que toi, en tant que prof, tu participes à une recherche collaborative avec d'autres profs? Alors peut-être ici à Ludovia, mais est-ce que tu participes à des cercles de réflexion entre documentalistes sur comment est-ce qu'on peut mieux enseigner, mieux transmettre, mieux leur apprendre à apprendre? Oui, parce que c'est une question qu'il faut se poser en permanence si on veut évoluer dans son métier. En fait, la réponse, elle se fait, mais elle se transforme et elle évolue en continu. Et justement, les initiatives comme Inversons la classe, enfin la classe inversée, et toutes les autres initiatives de pédagogie qui apparaissent là, c'est ce qui débouche, c'est ce à quoi on aboutit quand on est en recherche. Et il faut l'être. Nos élèves évoluent, la société évolue, les pratiques évoluent. Il faut être en mouvement, il faut faire de la recherche, c'est être en mouvement en permanence. C'est pas arrêter les savoirs, au contraire, c'est les faire évoluer. C'est ça que tu dis? C'est les faire évoluer, c'est voir aussi ce qui marche, parce que des fois, certaines pédagogies peuvent marcher dans une classe et pas dans une autre. Il y a aussi toute la psychologie des élèves, il y a les synergies, il y a le groupe classe. On ne travaille pas de la même manière dans un collège ou dans un lycée de centre-ville et puis en ruralité. Donc il faut se questionner, il faut faire preuve d'adaptabilité. D'accord. C'est absolument clé. Moi, j'ai fait ma thèse sur l'évolution de l'évolution et l'adaptabilité. D'accord. Mais même dans le vivant, c'est clé. C'est-à-dire que dès qu'on est dans un environnement qui évolue, on a besoin d'apprendre à s'adapter. C'est essentiel. Autrement, on va devenir obsolète. C'est quelque part une loi de l'évolution. Et ce qui est intéressant, on a beaucoup parlé de recherche, c'est qu'en fait, on est tous nés chercheurs. Et les sciences cognitives ont montré que les plus jeunes enfants
sont capables de se questionner, sont capables d'observer le monde, sont capables d'expérimenter, sont capables de faire des erreurs, sont capables d'apprendre de leurs erreurs, sont capables de réviser leurs hypothèses. Et ils tombent, ils marchent, ils s'y remettent et ils progressent. Et donc ils ont une bonne partie des algorithmes du chercheur. Ils ont une bonne partie des pratiques et des méthodologies du chercheur. Évidemment, elles sont moins affinées parce que chaque discipline a façonné au fil des décennies des méthodologies de recherche spécifiques. Et c'est intéressant d'ailleurs de leur faire découvrir. Et des programmes comme les Saventuriers sont des programmes dans lesquels les enfants sont invités à questionner le monde, à découvrir les méthodologies de la recherche et à rentrer dans une dynamique où on apprend d'autant mieux qu'on est aux frontières des connaissances et qu'on peut contribuer soi-même à explorer ces frontières, voire même à les faire reculer dans certains cas. Ok, peut-être qu'on va vous laisser dire un mot de conclusion chacun, peut-être un peu prospectif sur l'avenir de la question des algorithmes dans l'éducation. On va ensuite accueillir les services civiques qui vont venir prendre vos places pour nous expliquer ce qu'ils ont fait toute cette journée et sur la question du sondage. Mais voilà, si tu devais te projeter l'année prochaine, qu'est-ce que tu as envie qu'on ait fait d'ici là comme progrès collectif dans l'éducation vis-à-vis des algorithmes? Les dédiaboliser déjà. Et D'accord. puis en avoir une approche pleine de curiosité. Parce que c'est un outil et qu'il n'est ni bon ni mauvais en soi et qu'il faut savoir l'utiliser, quoi. D'accord. Et que ça ouvre quand même énormément de champs de possibles. Ok, écoute, on verra l'année prochaine si on a réussi à progresser dans la dédiabolisation. On l'a pas dit et je pense qu'il faut le dire, c'est qu'on a besoin d'apprendre à coder aussi. On a besoin d'apprendre ce que c'est qu'un algorithme et on a besoin, et c'est devenu toujours plus facile. Je donnerai deux exemples, deux extrêmes des âges du monde scolaire. Pour les plus petits, il y a Scratch par exemple, qui a été pensé pour que les enfants apprennent à coder par le MIT, mais aujourd'hui c'est disponible en français. Il y a plein d'enseignants qui ont commencé à s'approprier ce genre de choses. Et c'est très facile, même des parents, dans le périscolaire, etc. Ça peut être fait dans tous les environnements. Le MIT, c'est aux États-Unis, c'est ça, c'est le... Ouais, c'est à Boston, c'est le centre de recherche le plus en pointe sur beaucoup de ces sujets. Une bonne partie d'Internet est née dans ce genre d'endroit. Ouais. À l'autre extrême, il y a un site web qui s'appelle Coding Game. Coding Game, comme son nom l'indique, on y apprend à coder des jeux. Donc un certain nombre de jeunes aiment jouer et ils peuvent apprendre à coder des jeux. Donc ils peuvent apprendre à coder un algorithme qui va jouer à leur place. Et donc ça les oblige à réfléchir à quelle est leur stratégie dans le jeu. Ça les oblige à réfléchir à comment est-ce que je pourrais coder ma stratégie. Ça les oblige à débugger au passage parce qu'a priori elle ne va pas forcément marcher du premier coup. Et ça va les obliger à la mettre en compétition avec la stratégie de quelqu'un d'autre et à savoir si ils sont capables de penser la meilleure stratégie. Et y compris ils vont progresser dans leur jeu et ils seront très contents d'avoir progressé dans leur jeu et ils vont avoir au passage appris des tonnes de choses. Et mon fils était en prépa cette année, son prof d'info lui conseillait pour se détendre le week-end d'aller sur Coding Game. Et donc on peut y apprendre des choses qui peuvent être très pertinentes, y compris pour faire tout un tas de choses relativement reconnues par l'éducation nationale. Apprendre à coder, merci beaucoup François pour cette super transition parce que c'est précisément le sujet de notre émission de demain, la question des algorithmes, mais du côté de l'algorithme en tant que sujet d'apprentissage par les élèves. Merci beaucoup Johan, je rappelle que tu es documentaliste dans un collège à Vierzon. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir partagé ton expérience sur ce plateau d'Acropolis. Ce fut un plaisir. Et bonne suite d'université d'été à toi sur Ludovia. Merci beaucoup François également d'avoir accepté de donner du temps pour partager avec nous tes réflexions sur cette question des algorithmes dans l'éducation et également bonne fin d'université d'été. Merci à vous d'avoir organisé ce débat et à bientôt. Et à très bientôt, merci beaucoup. Donc je vous laisse laisser vos chaises. Nos deux services civiques vont venir vous remplacer. Merci beaucoup à vous deux. On attaque la dernière partie de cette émission. Encore merci. On va parler de vous qui nous regardez et des personnes qui ici présents sur Ludovia ont répondu à un petit sondage qu'on vous a concocté et nous ont rejoints sur ce plateau. Elisa, salut Elisa. Salut. Comment tu vas? Ça va très bien et vous? Eh ben ça va super, on est hyper content de te retrouver. Elisa, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Raconte-nous. Dans la vie, je suis étudiante en économie et de la gestion et je passe en deuxième année là. Chapeau. Et je suis à la fois en service civique pour l'USEP et la Ligue de l'enseignement. Donc tu es volontaire en service civique pour l'USEP. C'est quoi l'USEP? C'est l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. Ok, d'accord. Donc pour la Ligue de l'enseignement, tu fais ton service civique depuis combien de temps? Depuis 6 mois là, je suis sur mon dernier mois. Tu es sur ton dernier mois. Ok, d'accord. Et donc là, tu reprends tes études, tu nous l'as dit, tu rentres en deuxième année d'économie à la fac.
Steven aussi, tu nous as rejoint. Ouais, Salut, salut, ça va? bien et toi? Ça va super. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Steven, toi? Alors je suis étudiant en sciences naturelles Ouais. et là je suis en service civique à l'UFOLEP qui est la branche sportive de la Ligue de l'enseignement. Ouais. Et depuis juin, donc c'est tout frais, à l'inverse d'Elisa. D'accord. Je peux dire peut-être un petit mot sur ce qu'est le service civique parce Bah, que je t'en peut-être prie, que tout parce le que monde c'est ne sait l'occasion pas. maintenant qu'on vient de présenter deux volontaires. Ouais, là on a deux volontaires qui sont deux volontaires à la Ligue de l'enseignement, parce que UFOLEP et UCEP sont les secteurs sportifs scolaires et dits affinitaires de la Ligue de l'enseignement. Donc c'est des D'accord. structures qui sont au sein de la Ligue. Et si à la Ligue on accompagne chaque année, maintenant on doit être à peu près autour de 4000 volontaires en service civique en France, c'est parce que ça nous semble hyper intéressant comme dispositif. Dispositif qui permet à des jeunes entre 16 et 25 ans de vivre à un moment donné dans leur vie personnelle, étudiante, etc., une expérience d'engagement qui souvent est structurante d'un parcours ensuite d'engagement, ou parce Ouais. qu'on a envie de continuer ensuite dans la vie associative, ou parce que on se positionne, on se projette un peu différemment comme citoyen, citoyenne suite à son expérience. Je ne sais pas si ce que je dis fait écho, j'ai l'impression pour Elisa, Oui. peut-être que tu Ça peux... va, tu peux peut-être nous préciser, toi, le service civique, pour toi, c'est quoi? Pour moi, le service civique, Mets bien c'est le micro vraiment, devant ta bouche. Et Le parle. service civique, pour moi, c'est vraiment un engagement déjà. Tout d'abord, c'est vraiment accepter de donner du temps pour aider une association. Ouais. Au-delà de l'engagement, c'est du temps libre aussi. Il faut pouvoir savoir gérer son emploi du temps. Pour ma part, avec la fac, le sport et le service civique. Donc, c'est du temps aussi à accorder. Et puis, c'est vraiment une expérience enrichissante parce que moi, personnellement, mon expérience, ça s'est super bien passé. Ça m'a donné envie de continuer dans le volontariat en tant que pompier volontaire. Donc, c'est vraiment quelque chose T'as qui fait motive. pompier volontaire dans ton Non, je volontariat vais le continuer du coup. Je me suis dit, je voulais continuer dans le volontariat bien. et je me suis dit, je vais faire pompier. Qu'est-ce que je peux faire après? Pompier volontaire, ça m'est Putain, c'est trop venu. cool, faudrait que tu nous racontes. Ouais. Bon, du coup, expérience enrichissante. À propos d'expérience enrichissante, on a décidé ensemble hier soir de faire des trucs sympas aujourd'hui. Est-ce que Steven ou Elisa, vous voulez nous raconter un peu ce qu'on s'est dit autour de ce débat, autour de cette émission hier soir? Vas-y. Justement pour avoir plus de stats au niveau des participants du festival et également au niveau de la France, on a posé plusieurs questions, 4, sur Twitter et également Elisa et moi aujourd'hui on est passé sur le site du festival pour poser ces questions aux participants du festival et donc on a recueilli leur accord ou désaccord vis-à-vis de certaines affirmations liées au numérique et à l'éducation, enfin le numérique dans l'éducation. Voilà, exactement. C'est exactement ce qu'on s'est dit. Vous les avez vus ces questions sur Twitter, puisque je vous les ai posées pour teaser cette émission aujourd'hui. Donc quelques questions, quelques questions un petit peu clivantes volontairement, parce qu'on voulait vous forcer à réfléchir sur les algorithmes, leur neutralité, leur utilité, leur fonctionnement, et surtout leur rôle dans l'éducation, leur rôle ou leur non-rôle d'ailleurs dans l'éducation. Donc on vous a posé 4 questions sur Twitter sous forme de tweets sondage où vous avez pu répondre. Et comme l'a rappelé Steven, voilà, aujourd'hui vous avez passé votre journée à aller rencontrer les participants ici de Ludovia en leur disant est-ce que vous avez quelques minutes à nous accorder pour répondre à 4 questions. Comment les gens ils vous ont accueillis quand vous alliez les voir avec ça? Alors pour ma part, ils étaient très accueillants. J'ai rarement eu de personnes qui ont refusé de répondre au questionnaire. Ils étaient très sympas. Bon, après la première question, les met directement dans le bas. Donc la première question c'est est-ce que l'école devrait-elle accorder autant d'énergie au codage et à apprendre à faire lire, écrire et les maths. Donc du coup, cette question-là, ça refroidit un petit peu. Ah bah carrément, ouais. Ça refroidit un petit peu l'expérience. Donc premier réflexe, c'est de se reculer et de se dire ah ouais. Ah ouais, c'est ça ta question. Je pensais pas que j'avais payé pour ça. Puis au final, ils ont accepté de se mouiller. Très peu de personnes ont décidé d'arrêter au cours. J'en ai eu deux personnes qui ont décidé d'arrêter. Au milieu du truc, ils t'ont dit non, c'est bon, j'arrête là, c'est de la merde tes questions. C'est trop tranché. Mais sinon, le reste du temps, ils ont accepté de se mouiller. Bon bah très bien, c'est des questions clivantes alors. Ouais. Alors du coup, vous êtes là tous les deux, vous nous avez rejoints sur le plateau pour nous donner un peu les résultats de ces sondages. C'est ça. On va essayer, tiens, je vais les comparer avec les résultats sur Twitter qu'on a eu aujourd'hui. Ça, on verra si les participants de Ludovia ont des réponses différentes de ce que vous avez eu. Comment vous vous êtes organisés sur qui présente quoi? Alors, moi, je vais présenter la première question. Alors vas-y, présente la Pour première question. Il y a eu 63% de personnes qui étaient d'accord qu'il fallait plus enseigner le codage à l'école. Ouais. Contre 37% du coup qui n'étaient pas d'accord. Et ce qu'il en est ressorti surtout sur les remarques, c'était vraiment c'était plus les personnes qui avaient des avis négatifs et qui ont dit avant d'abord leur apprendre à coder, il faudrait d'abord qu'ils sachent maîtriser la lecture, l'écriture et puis les maths. Et au final, le codage, c'est de la lecture, c'est de l'écriture et c'est des maths.
c'est vraiment, la remarque qui ressortait le plus souvent pour cette question. D'accord. C'était lié aussi sans doute à la manière dont on avait posé la question. C'est-à-dire qu'on a volontairement dit est-ce que c'est aussi important qu'eux? Et donc à partir de là, forcément, on clivait. Si on avait dit est-ce que c'est important de le faire, sans doute on aurait eu des réponses un peu différentes. Alors, tu m'as dit qu'ils étaient 63% à être d'accord Ouais. pour dire qu'il fallait enseigner autant le code que la lecture, l'écriture et les Exactement. maths. Sur Twitter, ils étaient 48% seulement à être d'accord. Il y a une majorité de désaccords Ah ouais, sur Twitter. Et on a eu des réactions très vives, des gens qui ont dit sûrement pas, que c'est conneries et tout. Non, c'était assez intéressant. C'est vraiment les questions, on a fait exprès, on a fait des questions clivantes évidemment, parce que sinon c'est pas drôle, on se fait chier. Et l'informatique, oui, la programmation, non. On n'apprend pas la mécanique en primaire, pourquoi le code? Voilà, pas mal de tweets qui nous sont parvenus, qui étaient assez intéressants, et ça montrait qu'il y avait. Mais le clivage était beau quand même, parce que quand tu arrives à 48-52% avec plus de 340 votes, c'est que non, c'était un beau clivage. Rappelle-moi le nombre de personnes au total que vous avez interrogé aujourd'hui? 102 personnes. 102, ok. Un chapeau, vous avez carburé. C'est sur toute la matinée, vous avez fait ça. Ok, donc ça c'était la première question. Je regarde un peu vos réactions dans le chat. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il faut autant apprendre à coder ou pas? Je regarde rapidement. Ouais, non, apparemment il y a toujours des bugs sur le stream, donc du coup les gens ont un petit peu du mal à entendre ce qu'on raconte, c'est pas grave. La deuxième question du coup, Steven. Oui, alors la deuxième question, c'était... J'ai un trou de mémoire, je suis désolé. Avec Internet, ce sont Google et Wikipédia qui finissent par faire les devoirs des élèves à leur place. Voilà. D'accord ou pas d'accord? Alors, justement, ça dépendait majoritairement du profil. Enfin, il y a 60% de personnes en désaccord avec cela. Donc il y avait certains professeurs qui, de leur expérience avec des devoirs complètement plagiés sur Wikipédia, m'ont tout de suite répondu ah oui, tout à fait d'accord, c'est inadmissible et ça se voit de plus en plus. Alors que d'autres relativisaient plus la chose et ils disaient ils ont déjà fait l'effort d'aller au moins chercher l'information, ils ont juste pas fait le travail d'appropriation du savoir, et c'est justement le rôle d'un professeur d'apprendre à ses élèves comment s'approprier le savoir et le restituer ensuite. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'était les profs qui étaient plutôt d'accord avec cette phrase. Voilà, il y en avait quelques-uns qui étaient vraiment en désaccord, d'accord. Mais deux types de profs. Voilà, ça Ouais, il y a dépend. deux types de profs, ok. Oui. Parce que moi j'avais les professeurs qui disaient plutôt, qui rentraient vraiment dans le cliché, c'est le mauvais élève qui va sur Wikipédia et puis les bons élèves ils prennent leur cours et réfléchissent tout seuls. C'est une phrase qui m'est ressortie d'un professeur qui m'a dit non, moi c'est les mauvais élèves qui vont sur Wikipédia, les bons élèves ils réfléchissent tout seuls. Ça, à mon avis, ça va cliver. Sur le chat, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée que c'est les mauvais élèves qui vont sur Wikipédia et les bons élèves ils prennent leur cours? Moi, je suis tellement complètement pas d'accord. Tiens, il y a Fanny qui, c'est intéressant, Fanny qui dit Google fait les devoirs seulement avec les mauvais profs. C'est pas, en fait, si on retourne la question, c'est pas les mauvais élèves qui vont sur Google. C'est si tes élèves vont sur Google, c'est que t'es pas un bon prof. C'est pas mal. Ouais, alors c'est pareil. La phrase est un peu provoque et du coup, elle est marrante, mais elle pose quand même une vraie question. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'on fait en tant que prof ou en tant que parent, finalement, la question se pose aussi. Quand finalement, on se rend compte que quand un devoir est donné à son gamin, il va d'abord sur Google, il va d'abord sur Wikipédia pour avoir la réponse. J'ai été confronté, moi, à ça quand j'étais prof de philo. Tu sais, 2 ans dans ma vie. Là. Ouais. Et donc, j'avais effectivement, je me suis rendu compte assez rapidement, après 1 ou 2 mois de pratique, que finalement, les élèves que j'avais en face, ils allaient sur Google pour trouver les réponses. Et la réaction que j'ai eue, c'était pas de dire, vous arrêtez d'aller sur Google, c'est scandaleux, vous copiez, vous plagiez. La réaction, elle était double, c'était de dire, finalement, je ne vais plus donner que des devoirs dont la réponse est sur Google. Parce que comme ça, je suis sûr qu'ils y vont pas pour rien, au moins, il y a bien des choses dont des réponses sont sur Google. J'allais chercher justement des trucs où il y a des bonnes, des mauvaises réponses, des choses qui me semblaient intéressantes, complètement stupides, etc. Et je disais aux élèves, maintenant, voilà, je vous préviens, il y a des corrigés qui sont disponibles sur Internet, mais par contre, je les connais. Donc, me prenez pas trop pour un abruti. Et si c'est plagié, si votre devoir est plagié, si vous n'êtes pas approprié le savoir que vous avez pu lire, si vous n'avez pas eu un esprit critique sur ce savoir, je vais retirer pour chaque phrase plagiée un certain nombre de points à la note que je vais vous mettre. Donc en gros, tu punis le copier-coller parce que c'est pas un effort, mais tu valorises presque, ou tu reconnais presque le fait d'être allé chercher le savoir sur Internet et de se l'être approprié surtout. Et de s'être posé des questions, c'est-à-dire in fine, aller chercher des réponses à un devoir de philo sur le petit Larousse, c'est aussi con que d'aller les chercher sur un site complotiste.
Non, mais c'est vrai. Donc du coup, voilà, on va chercher dans une encyclopédie sérieuse, on va chercher sur un site un peu sérieux, on va s'intéresser à la source, on va se poser des questions qui sont les mêmes sur Internet. Et du coup, c'est important de valoriser, y compris des formes de recherche en ligne, maîtrisées et comprises, et du coup d'aider, y compris les bons élèves, à bien se servir des outils qui sont à leur disposition au CDI et à la maison. D'accord, l'important c'est la réflexion, comme le dit Osted. Donc du coup, tu nous as dit que tu avais à peu près 60% de personnes en désaccord, oui, de avec personnes cette en désaccord. affirmation. C'est à peu près pareil sur Twitter, on a eu 68% de désaccord et 32% d'accord. Je rappelle avec la phrase avec Internet, ce sont Google et Wikipédia qui finissent par faire les devoirs des élèves à leur place. Ok, la troisième question. Alors, pour la troisième question, c'était Mets bien le micro devant ta bouche. Je t'emmerde avec ça, je suis désolé. D'orientation aurait-il moins de préjugés qu'un conseiller d'orientation? Alors pour ça, on a eu 60% de personnes qui n'étaient pas d'accord. Ils partaient sur le principe que l'humain était primé d'abord, que c'était bien d'avoir une relation humaine déjà, et surtout, ce qui privilégiait, c'était un complément. L'humain avec l'algorithme. Et que là, ça pourrait faire vraiment quelque chose de fonctionnel et d'opérationnel. D'accord. Là, pareil, hein, c'est une question méga provoque. On s'est dit, allez, et si on essayait de fantasmer dans un monde idéal avec un algorithme parfait qui pourrait pratiquement remplacer le conseiller principal d'orientation. Vous savez que sur Facebook, on a toutes ces espèces de trucs. Tu remplis une série de questions et on te dit pour qui voter. Ou on te dit quel est ton truc préféré, machin. On s'est dit, mais après tout, pourquoi est-ce que les algorithmes comme Google, Facebook, etc. ne connaîtraient pas si bien qu'ils sauraient nous dire mieux que n'importe qui vers où on a intérêt à aller? Compte tenu de toutes les recherches que j'ai faites sur Google, Google sait que franchement j'adore, je sais pas, la cuisine. Il dit vas-y, tu fais des études de cuisine. Et a fortiori, en croisant ce que l'institution sait, c'est-à-dire la réussite à l'école, en plus avec les notes, tu sais. avec les notes, avec le livret scolaire, enfin voilà, avec ce que les GAFAM savent de nos goûts, de nos choix, etc. Est-ce qu'on n'arriverait pas, alors c'est une question provocatrice, hein, je suis pas en train forcément de dire ce que je pense. GAFAM, les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, les grosses multinationales qui agissent sur Internet aujourd'hui. En réalité, le cycle n'est pas bon. Il faudra rajouter Netflix, il faudra rajouter les géants chinois, enfin bon, et Acropolis, etc. Voilà, des géants qui dominent le monde comme Acropolis. Et du coup, voilà, on se disait, mais finalement, si on met tout ça bout à bout, on obtient un silo d'informations qui, bien traité par un algorithme un peu costaud, pourrait nous permettre de mieux connaître les élèves, finalement, que n'importe quel conseiller d'orientation, in fine, coincé à la fois dans ses préjugés et à la fois dans les limites humaines qu'il a, qui fait que de toute façon, il ne peut pas aller explorer tout ça. Il n'y a pas accès d'une part. Et puis il ne me connaît pas aussi bien que tout ça. Voilà, on s'est dit, tiens, on va soumettre cette idée-là aux gens, puis on va voir ce qu'ils en pensent. Finalement, est-ce qu'un super algorithme, un bon algorithme, n'est pas meilleur qu'un conseiller d'orientation? Et donc, vous l'avez dit, majorité de désaccords. Apparemment, les gens ici sur Udovia, ils sont pas d'accord avec ça. Ouais. Le contact humain, ça reste hyper important. C'est sûr, ils mettaient aussi en avant le fait qu'on ne pouvait pas quantifier la motivation à l'aide d'un algorithme des élèves vis-à-vis d'une certaine filière. C'est un peu ce que disait tout à l'heure François Tadei sur tout ce qu'un algorithme n'arrivera jamais à savoir, sur l'empathie, il y a une petite fibre un petit peu, un truc un peu alchimique que même le meilleur code du monde n'arrivera jamais à saisir dans l'envie et effectivement la motivation dont tu parles. Ok, bon sur Twitter. Il parlait des joueurs d'échecs et il disait le joueur d'échecs avec la machine. Ils ont progressé en même temps que la machine. On y va. Sur Twitter, c'était l'inverse. Il y a 56% de personnes qui sont d'accord pour dire qu'un bon algorithme est meilleur qu'un conseiller d'orientation. Il y a quand même 44% de désaccords. Mais voilà, pareil, des débats assez intéressants sur la question de l'humain. Donc c'était assez intéressant. Voilà, la quatrième et dernière question que vous avez posée aujourd'hui. C'est Steven aussi, vas-y Steven. Ouais, alors, est-ce que les GAFAM devraient investir plus dans l'éducation? Alors Google, Amazon, Facebook et Microsoft, est-ce qu'ils devraient investir dans l'éducation? Et là, on avait eu 64% de personnes d'accord. Donc, la plupart des personnes qui m'ont répondu tout de suite « OK », c'était des personnes qui travaillaient justement dans ces domaines-là. Et je pense justement à l'ambassadeur de Microsoft qui m'a montré son badge. Je fais « Regarde là ». Il m'a fait « Tu connais ma réponse ?» Je fais « Oui ». Voilà. T'as un mec de Microsoft qui t'a répondu « Ouais, je pense que Microsoft devrait investir plus dans l'éduc ». Putain, c'est génial. Non, voilà. Et au contraire... Alors pour le chèque, c'est... Oui, voilà, si tu nous écoutes... Et après, pour la plupart des personnes qui étaient en désaccord avec cette affirmation, c'était souvent des professeurs qui avaient cette crainte que le lobby des GAFAM augmente et prenne de plus en plus d'ampleur dans l'éducation. Rien que dans la plupart des collèges et lycées, sur les ordinateurs du CDI, c'est Word qui sont installés et plus LibreOffice.
D'accord. Moi, j'ai eu une réaction que j'ai trouvée marrante, Ah, vas-y, intéressante. t'as dit quoi? La réaction, c'était de dire bah oui, ils devraient investir. Enfin, ils devraient déjà commencer par payer leurs impôts en France. Et comme ça, on pourrait utiliser l'argent de leurs impôts pour investir dans l'éducation publique. Je veux pas dire de conneries, mais je crois qu'on l'a vu sur Twitter aussi. Ça, les mecs qui ont dit bah ouais, déjà ils perdent leurs impôts, ensuite on investira nous État démocratique, on investira dans l'éducation, mais ensuite on en discutera. Non, mais c'est effectivement intéressant, mais effectivement là aussi question provoque. Voilà, encore une fois, on s'est dit bah ces gens-là qui ont tous les algorithmes, qui connaissent tout de notre vie, s'ils investissaient dans l'éducation, est-ce que ce serait pas un meilleur monde? Et là aussi beaucoup de clivages pour le coup là sur Twitter. Il y avait une majorité de désaccords, 54% de désaccords, mais quand même un clivage, hein, 46% de gens qui sont d'accord sur près de 200 votes. C'est rare d'arriver à un mouchoir de poche comme ça. Donc c'est la preuve que ces questions étaient bien clivantes et on est bien content que ça vous ait fait réfléchir. Qu'est-ce que vous en avez retenu, vous deux, de ce dialogue que vous avez eu avec les gens ici sur ces questions des algorithmes dans l'éducation? Alors, moi, pour ma part, déjà avec les personnes de l'éducation, je les ai trouvées totalement accueillantes. Pour commencer, c'est vraiment des personnes qui ont pris du temps pour répondre, même s'ils s'imaginaient que ça allait être un questionnaire de 20 questions. Donc du coup, quand il n'y en avait que 4, ils étaient plutôt contents. Et vraiment, Surtout que tu leur demandes pas d'argent à la fin, et c'est cool. Bah ouais. Du coup, ils étaient vraiment contents et ils avaient vraiment des avis tous très tranchés. Après, il y en a très peu qui ont osé répondre tout seuls. En général, ils étaient à deux. Comme ça, si jamais leur prénom ressortent, ils se disent on est deux, mais pas du tout. Et ils avaient vraiment des idées. Il y en a qui avaient vraiment des idées, notamment pour les algorithmes, parce qu'ils étaient déçus par leur conseiller d'orientation, apparemment. Beaucoup de profs qui ont été déçus par leur conseiller d'orientation. Et Ils sont devenus profs, non, pardon. voilà. Et en plus, ils ont fini par devenir profs. Donc c'était la question où les profs, ils ont le plus tilté, c'était vraiment sur les conseillers d'orientation. Sur les conseillers d'orientation, ouais, tu m'étonnes. Et toi, Steven? En fait, moi j'ai remarqué que vraiment la population de Ludovia, c'était pas du tout un échantillon représentatif de la population nationale, ça c'est sûr. Et même en fonction de la discipline qu'enseignaient les professeurs, j'arrivais de base à savoir qu'est-ce qu'ils allaient répondre. La première question que je leur posais, c'est est-ce que vous êtes enseignant? Si oui, dans quelle matière? Et du coup, j'avais déjà ma petite idée de ce qu'ils allaient répondre. Donc les professeurs en arts, je sais pas comment on dit ça en français, arts et humanité, Ouais. donc français, histoire, géo, etc. Donc eux étaient plus réticents à l'entrée du numérique généralement, et à l'inverse, les professeurs de sciences, eux, étaient plus enclins à ça. Mais ça vient aussi d'un sorte de formatage de la pensée française où on est le pays des écrivains avec nos plumes encore. Enfin, on est un des seuls pays au monde à encore écrire au stylo plume, c'est ce qui est une relique du passé et on s'en fout tout le temps plein les mains alors que ça sert à rien. Le stylo bic, c'est la révolution, quoi. Tu sais être clivant, toi aussi. Tu sais, t'as dû t'engueuler avec pas mal de profs de français. Ah, c'est cool. Bienvenue à Ludovia. Non, bah c'est cool. Est-ce qu'on tire vers la conclusion un petit peu, Antonin, de cette émission? Tirons Tirons des conclusions, que je te dise, des vérités un peu générales sur l'avenir du monde, etc. Moi, j'étais hyper content. C'est quand même ardu, hein, comme débat. On sent que c'est ardu comme débat, les algorithmes en éducation. Et en même temps, on sent que ça touche à des trucs profonds parce que tu as vu le dialogue qu'on a eu tout à l'heure entre Johan, la documentaliste, et François Tadei, le chercheur. On touche en fait au fondement de l'éducation, sur à quoi on sert, où est-ce qu'on va, c'est quoi l'élève, c'est quoi son parcours d'apprenant, etc. C'est des trucs hyper centraux dans le rôle même de l'éducation. Alors, je sais pas exactement ce que tu en tires, toi, comme réflexion de tout ce qu'on s'est dit. Bah si, clairement, effectivement, je crois que ce qu'on voit assez clairement, ce débat sur les algorithmes, mais plus largement le débat sur le numérique dans l'école, c'est un débat aujourd'hui fondamental qu'on doit mener avec l'ensemble de la société. Et du coup, c'était important que aujourd'hui on fasse sur une chaîne YouTube comme Acropolis, et qui doit continuer à être mené, à être approprié par les citoyens, parce qu'on voit bien que ce qui se joue sans nous si on ne s'y met pas. Ce qui se joue du côté des multinationales, par exemple, François Tailly le rappelait, et de l'importance d'une recherche publique ou de l'importance de la mobilisation de la société civile autour de ça, continue à avancer, continue à agir. Johan le disait au démarrage, hein, il y a une transformation très très forte et très rapide. De transformation des usages, des enfants, des jeunes, mais y compris nous, des adultes, on le voit dans notre vie quotidienne. Et aujourd'hui, si on n'agit pas sur le numérique, on sera agi par le numérique. Et donc, c'est peut-être un des sujets fondamentaux aujourd'hui que de se positionner en tant que citoyen sur ces enjeux-là, et du coup, d'en tirer les conclusions et de forcer à notre niveau, d'accompagner en tout cas la décision publique, les pouvoirs publics, pour que des décisions
soient prises Ouais. dans le sens d'une meilleure démocratie et dans le sens de l'approfondissement de la qualité de l'éducation à l'école. Moi, il y a un Et truc en qui m'a dehors de impressionné dans la discussion qu'on a eue avec eux deux, mais même au global sur ce qu'on a sur Ludovia. C'est quand même, on est dans un secteur en mutation profonde, rapide, et donc en grande tension. Avec des tensions fondamentales sur la remise en cause du rôle de l'enseignant, etc. Enfin, des trucs qui vont à une vitesse dingue, etc. Ça pourrait être violent, ce truc-là. Mais pourtant, tu as une bonne volonté permanente de la part de tous ces acteurs-là. C'est-à-dire que tu entends une documentaliste qui est face clairement à un recul des bouquins et aux ordinateurs qui prennent de la place, etc. Tu pourrais dire que le premier réflexe, ce serait quasiment conservateur ou réactionnaire en disant mais tout part à volo, c'est n'importe quoi, il faut limiter au maximum, il faut se méfier. Mais pas du tout, on est un discours hyper bienveillant, hyper optimiste sur l'avenir en disant il faut s'adapter, il faut avancer, il faut qu'on se forme, il faut qu'on se réinterroge sur nos propres pratiques, etc. Enfin, je trouve ça rare dans un monde dans lequel on a plutôt tendance, je trouve, à se crisper et à s'individualiser, d'avoir des discours qui sont toujours à se dire mais non, il faut repenser, il faut avancer différemment, il faut réfléchir, il faut qu'on développe notre esprit critique, y compris sur nous-mêmes. Pareil sur François Tadei, qui est pas du tout un chercheur du genre il faut tout faire table rase, tout ce qu'on fait aujourd'hui c'est de la merde, moi je vais vous dire l'éducation de demain elle doit se faire comme ça. Non, il est hyper positif sur ce qui se passe, il trouve des explications à pourquoi ça marche comme ça quand ça marche mal. Et moi je trouve ça hyper impressionnant, ce débat sur cette question-là, qui pourrait être beaucoup plus clivant et avoir des trucs beaucoup plus arrêtés, où en fait non, on arrive à, je sais pas, être hyper positif, hyper progressiste, au sens de la machine roule, apprenons à rouler avec elle, motivions-la si elle roule pas bien, mais avançons. Et je sais pas, moi c'est un truc qui m'a pas mal marqué. En tout état de cause, on voit bien comment, effectivement, alors c'est très visible quand on se balade à Ludovia, mais même en dehors en réalité, hein, la vision caricaturale qu'on peut avoir de l'enseignant, justement, conservateur assis sur son autorité, voilà, et complètement à côté de la plaque du point de vue de la réalité, en tout cas de la réalité qui me semble majoritaire, moi, dans les enseignants que je rencontre. Et c'est vrai aussi pour l'ensemble des acteurs éducatifs, même si on peut avoir une vision moins caricaturale. Encore une fois, on s'est beaucoup focalisé sur l'école. C'est lié aussi aux gens qu'on accueille sur le plateau et au lieu dans lequel on se trouve. Mais cette question, elle touche l'ensemble des acteurs éducatifs sur tous les temps éducatifs, de la famille, des temps périscolaires à l'école. Et c'est hyper important de rappeler, là, dans ce débat-là sur le numérique, sur les algorithmes, que ce sujet est fondamental. Quand Elisa dit je vais devenir pompier volontaire, elle dit finalement mon volontariat de service civique, c'est quelque chose qui m'a appris des choses et qui m'a donné envie de continuer. C'est quelque chose qui s'est joué en dehors de l'école. C'est vrai, c'est vrai. Quand Thomas Pesquet descend sur Terre, redescend sur Terre. On dirait un truc biblique, c'est. En plus, il nous apporte la révélation. C'est extraordinaire, Thomas Pesquet. Il nous dit un truc qui est assez intéressant. Il dit finalement, moi, pour devenir astronaute, on lui pose la question, il dit qu'est-ce que c'est pour devenir astronaute ? Et il dit mais en fait, pour devenir astronaute, c'est l'école, bien sûr, mais c'est pas seulement l'école. J'ai appris beaucoup de choses en faisant du judo. J'ai appris beaucoup de choses dans l'ensemble des clubs sportifs et culturels dans lesquels mes parents m'ont envoyé quand j'étais gamin. C'est là que j'ai appris le leadership, c'est là que j'ai appris le collectif, et c'est là que j'ai appris des choses qui m'ont permis aujourd'hui de devenir astronaute et d'être choisi pour être envoyé comme ça sur la station spatiale. Et du coup, il dit quelque chose d'hyper important, c'est l'alliance éducative nécessaire entre l'ensemble des acteurs. Nous, on en représente. En fait, toi, tu en représentes un aussi, hein, d'une manière... une éducation informelle, une éducation populaire. L'éducation populaire et informelle, et de l'importance de se rendre compte qu'on est tous dans le même bateau. Et je crois que le numérique, c'est intéressant parce que c'est une vraie opportunité, je le disais tout à l'heure, pour le faire. Et c'est aussi ce que je retiens de cette discussion-là. Bon, et on terminera sur cette parole d'évangile de Thomas Pesquet. L'évangile selon Pesquet. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. J'étais très très content de la faire. Encore une fois, je suis navré pour la mauvaise qualité de la connexion. On n'a que 10 mégas, c'est extrêmement compliqué de streamer dans ces conditions, d'autant qu'on est en extérieur, mais on fait avec ce qu'on a et on est quand même très content de l'avoir fait. Merci à toutes et à tous. Je vous retrouve demain en direct à 16h pour reprendre le débat sur les algorithmes dans l'éducation. Cette fois-ci, on se posera de la question des algorithmes comme objet d'enseignement pour les élèves. Comment est-ce qu'on apprend les algorithmes aux enfants, comment on leur apprend à coder ou pas. Voilà, on en parlera tout ça de demain. Vous retrouverez cette émission en replay sur la chaîne Acropolis Replay. Un grand merci à Sylvain et à Alexandre qui se sont occupés de la régie pendant cette émission. Merci à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui ont participé sur le chat. Vous êtes au top. Gros bisous, à demain 16h. Bonne fin de journée, générique, fin d'émission. Ciao.